Voilà, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir de nouveau nombreux à regarder Cactus sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi le 14 novembre 2023. 4 invités, 2 thèmes, vous le savez très certainement. Franck Biya, le fils aîné du président de la République, refait parler de lui après sa sortie au lendemain de la catastrophe de Bankolo, où il y a eu un glissement de terrain. Franck a donc été formellement admis ou alors a adhéré formellement à la cellule RDPC de Nice, section France-Sud du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc c'était dans le cadre de la célébration de la 41e ou alors du 41e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Franck, dont on n'avait pas jusqu'ici officiellement entendu la voix, s'est donc révélé à cette occasion, ce qui suscite évidemment analyse, commentaires dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. On en parle ce soir. Le thème à ce sujet est intitulé présidentielle 2025, Franck Biya sur orbite, mais il n'y a pas que cela. On reviendra également sur cette actualité autour de la presse. Le prétexte est évidemment la convocation et l'incarcération pour quelques heures de notre confrère, le directeur de la publication de Guardian Post, Christian Ngar, qui, le 9 novembre dernier, a été interpellé sur la base d'une fausse une. C'était le mardi 7 novembre, donc, qui a circulé sur plusieurs plateformes des médias sociaux, notamment après plus de 8 heures dans les services de du SED, secrétariat d'État à la gendarmerie, à la défense. Donc, il a donc été libéré. On en parle ce soir avec lui. Et le thème à ce sujet est intitulé donc Fake News, la presse paye le prix fort. Mais il n'y a pas que lui sur le plateau. Je dis d'abord bonsoir à Patrick Obama, conseiller municipal de la 5e et militant du PCRN. Bonsoir Patrick. Merci, bonsoir M. Dipita. Merci encore pour l'invitation. C'est un plaisir de me retrouver chez vous, chez nous. Et j'espère qu'au cours de cette émission, nous allons échanger sur des sujets d'actualité, surtout l'actualité présidentielle qui concerne tous les Camerounais. Je voulais saluer aussi les populations de la 5e, si vous permettez. Saluer nos camarades qui préparent le congrès à ce jour, du 15 au 17 à Kribi. Je voulais saluer aussi un des maîtres d'œuvre, à l'occurrence le conseiller municipal Hervé Zangué, qui travaille d'arrache-pied avec ses camarades pour que ce congrès soit un succès. Encore une fois de plus, merci pour l'invitation. Nous sommes heureux de vous recevoir sur le plateau. Je dis bonsoir au docteur Ambroise Luison Essomba, analyste politique, non moi enseignant de droit public. Bonsoir prof. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs qui regardent cette émission. Je voudrais saluer ces en anglais les autres co-panélistes ou co-débatteurs avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des téléspectateurs aussi nombreux sur des sujets que vous avez placés en débat. Bonsoir à l'honorable Maëlys Rose Tongodoala Bell, cadre du RDPC, ancien député à l'Assemblée nationale. Merci de cette amitié renouvelée. Merci Dipita de m'avoir convié. Et je suis très heureuse d'être aussi bien entourée. J'espère qu'on passera un moment intéressant pour nous-mêmes et pour l'ensemble des téléspectateurs. Et je voudrais également profiter de cette antenne pour dire merci à tous ceux qui, parmi nos gouvernants, ne dorment pas pour que le Cameroun soit debout. Parce que souvent, nous sommes très injustes vis-à-vis de ces personnalités qui vivent de très grands stress parce que nous sommes un pays spécial et en grande difficulté. Et ces personnes ils font don d'eux-mêmes pour que leur travail apporte des solutions au peuple camerounais. Et je leur dis merci pour cela. Je voudrais enfin dire bonsoir et merci vivement à Christian Ngar qui est parti de Yaoundé pour honorer ce rendez-vous de ce soir. Cher aîné, cher confrère, bonsoir, directeur de publication de Guardian Post. Merci beaucoup. I'm happy to be here. Je vais essayer de parler en français quand on va commencer. D'accord. Pour le moment, vous pouvez me permettre de parler en anglais. Bien sûr, allez-y. Just to say that it's a pleasure to be here. I had to take the trip from Yaoundé to come to Douala for this program because I know it's a very, very popular program, widely watched all over the world.
And just to cue off from where the Honorable MP spoke, juste pour dire que notre dirigeant doit prendre faire un peu un effort, contrairement à ce qu'elle a dit, parce que quand on regarde le pays, on peut se dire que tout va mal dans ce pays, contrairement à ce qu'elle pense. Merci beaucoup. Voilà donc le panel est dévoilé. On va tout de suite commencer avec le premier thème de ce soir. Je l'ai dit, parlons de Franck Biya, qui sait peut-être sur orbite pour 2025. Transition, et puis derrière, on revient dans le débat. Peut-être avant d'y aller, un mot pour le débrief du 6 novembre, le 41e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Comme d'habitude, déploiement massif à travers le territoire national. Vous allez dire succès total pour l'événement, Marie-Lise Rose? Oui, je pense que les militants se sont mobilisés fortement et ils ont donné de la voix pour que les Camerounais, nos sympathisants, mais bien également aussi nos opposants, sachent que nous sommes fiers de ce bilan dans l'environnement très difficile qui est le nôtre. Nous pensons que l'homme du renouveau a pu tenir le coup et faire en sorte qu'aujourd'hui, notre pays soit parmi les pays respectés, reste le leader en Afrique centrale et également que nous trouvions des solutions pour les préoccupations de nos compatriotes. Évidemment, il y a des sujets de préoccupation, des sujets insatisfaisants. Hein? Il y a des choses à faire, à revoir, mais globalement, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de la mobilité, que ce soit sur le plan de l'habitat, je pense que des efforts ont été consentis et que les dirigeants ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour répondre aux besoins des populations. Et de ce point de vue, vous direz l'apparition de Franck Biya dans ce 41e anniversaire, simple coïncidence, besoin de dévoiler finalement une ambition, vous la situez dans quel... Ben, je pense que Franck Biya, ce que je vais dire est très important. Je ne connais pas Franck Biya, mais peut-être qu'il a la graine de champion. Et peut-être que pendant très longtemps, il est resté dans la réserve pour laisser le grand jeu se faire. Maintenant, peut-être qu'il estime qu'il a un âge où il doit se mêler un peu plus des affaires de notre nation. Et à l'ombre de son président de pair, forcément, ça ne peut pas se faire d'une manière simple non plus, comme n'importe quel citoyen. Il doit faire attention à un certain nombre de choses, mais je pense qu'il a eu envie qu'on sache qu'il existe, qu'il a des ambitions, des croyances d'abord. D'accord. Il croit des convictions, il croit qu'il est capable de faire des choses, il est capable de porter des causes, et c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Il ne s'était pas encore exprimé, ça c'est vrai, mais on a vu quand même autour de lui des personnes l'accompagner comme une envie de devenir visible. D'accord. Alors, il n'y a peut-être pas de sémiotistes sur le plateau, mais je vais dire, on va peut-être faire une lecture première de cette sortie, peut-être sur l'axe politique. Vous, que vous inspire? Était-ce opportun? Était-ce mesuré? Je l'ai demandé tout à l'heure, une ambition dévoilée? Docteur Ambroise Uzoh-Somba, que vous inspire cette sortie à ce moment précis, à un peu plus de 16 mois au moins de la prochaine présidentielle? Monsieur Dipita, je pense que pour tous ceux qui suivent avec beaucoup d'intérêt la vie politique, institutionnelle et même constitutionnelle de notre pays, devraient à un moment donné comprendre que il faut à un moment donné lire ce qui va se passer, parce que je vais vous assurer que lorsque j'ai suivi le président de la République le 10 février 2021 parler de transition générationnelle, cela a suscité mon attention. Parce que lorsque un chef d'État s'exprime, il ne faudrait pas toujours prendre les mots au premier degré,
il faut certainement rentrer au fond pour essayer de décrypter ce qu'il disait. Ce qu'il disait en fait, c'est que à un moment donné, lorsqu'on a servi au plus haut point, au plus haut niveau de l'État, et qu'on a un certain âge et qu'on s'est humainement donné comme c'est le cas, il faut penser à la jeunesse. Parce que lui-même, le chef de l'État, l'avait souvent dit, que la jeunesse camerounaise, c'est le fer de lance de notre nation. Et je pense que sur un autre plateau, en France, à la radio Monte Carlo, il révélait que les Camerounais sont suffisamment matures pour qu'à un moment donné, et même ils possèdent au choix du dirigeant, peut-être après moi. Mais à la suite de cela, je me suis rendu compte que le chef de l'État a certainement tenu un discours à son fils, parce que quand Marlise l'a dit tout à l'heure, c'est Franck Biya Emmanuel, on ne l'avait jamais suivi, pas de voix, d'un bocal, il est qui? Bon, je crois qu'à travers les réseaux sociaux, on a pu découvrir que c'est un jeune qui est éloquent. J'ai été surpris par son éloquence. J'ai été également surpris par le fait qu'il maîtrisait un certain nombre de choses du pays. Mais pour nous qui regardons la chose de plus près, on s'est rendu compte qu'en réalité, sur Orbit, oui, parce qu'on s'est rendu compte que Franck Biya a commencé par visiter certains Lamidas. Il est allé à l'ouest auprès du chef Bombo, qu'on venait récemment de Nabil, le sultan. Nabil, voilà. Il est allé du côté du nord. On l'a vu au niveau de Mbankolo, au nord de l'Ebouloma. Et le président de la République a eu l'occasion de faire une présentation presque officielle devant ses pairs lors de la CEMAC. Ici, on a vu comment le chef de l'État a présenté son fils et on lui a même donné une place. Je lui avais commenté cela, une place qui, sur le plan du droit du décret de 73, qui précise le protocole, avait justement été violé parce qu'il ne pouvait pas se retrouver là-bas. Mais on l'a vu sur les faux des rampes, on l'a vu en Russie, à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire que où le président de la République le présentait au président Vladimir Poutine. Alors c'est donc pour dire que, comme les images valent plusieurs mots, ceux qui sont attentifs et qui lisent la scène politique devaient déjà comprendre qu'on est en train de mettre Franck Biya sur orbite et que, quand vous regardez très bien autour du parti AIDPC aujourd'hui, je pense que le président de la République, au regard, on a vu de toutes les crises parfois qui peuvent entourer le fonctionnement de ce parti, on a vu que le président de la République pense aujourd'hui que la seule personne qui pourrait véritablement lui succéder et continuer, peut-être pas comme lui, peut-être mieux que lui, l'œuvre de la construction nationale, c'est certainement frère Emmanuel Biya. Donc, pour moi, je ne suis pas surpris qu'il soit mis aujourd'hui sur orbite. Nous espérons simplement que, peut-être au deuxième jet de la parole, on ira un peu plus en profondeur. Mais, vous voyez à quel moment il prend la carte du parti. Parce que vous savez que, et ça je parle sur le compte de Marlise, elle va me corriger, dans le RDPC, je crois que j'ai lu un peu les statuts, il y a la cellule, hein, il y a la base, il y a la sous-section, il y a la section, il y a le comité central, ainsi de suite. Bon, maintenant c'est à savoir, a-t-il pris une carte puisqu'il venait d'entrer, c'est au niveau de la cellule ou c'est au niveau de la base? Bon, voilà où il y a des inquiétudes. Mais ce que je veux dire, tout simplement, au regard du sujet que vous posez en débat, c'est que véritablement il est mis sur orbite pour tous ceux qui découvrent cela aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu prendre la peine de lire les actes qui avaient déjà été préalablement posés. Christian, sur cette apparition, vous direz opportune, mesurée, sur orbite? Non, je pense que je vais parler dans le même sens comme... Le docteur parce que vous voyez, il a cité beaucoup d'instances. Je pense que c'était comme un tabou pour parler de Franck Biya, pour suicider à son père. Mais on a vu, comme il a cité, sauf qu'il a raté l'occasion de la visite du président Macron au Cameroun. Franck Biya était tout devant. Tous les écritures, les photos. J'ai vu les gens porter plutôt le photo de Franck Biya quand Macron était ici au Cameroun. Et après ça, c'était pas formel, mais on lui a vu présenter à Macron. Bon, ça veut dire que tout va dans la même... Ça marche comme tout le monde, comme il avait parlé, pour les gens qui lisent les choses. C'est pour moi,
ce n'est plus un secret que peut-être il peut avoir cette ambition, mais sauf que ce n'est pas, on ne sait pas si c'est ce que le président pense. Mais je vais dire une chose concernant Franck. J'aime quelque chose sur ce monsieur, son humilité. Parce que on a vu comment c'est quelqu'un qui est trop discret. Et à un moment donné, sa dernière sortie, c'est comme on est en train de lui dire, bon, voilà comment il faut passer par là. Donc il passe à l'offensive communication. Oui. Vous avez le sentiment. Oui. Patrick. J'avoue que je suis vraiment gêné. Je suis gêné par les différentes analyses. Vous savez, le RDPC doit apprendre à respecter les Camerounais dans leur ensemble. Nous devons être très sérieux. Nous sommes en politique et quand nous parlons de République, des instances de socialisation avec la famille, l'école, les médias aussi, il faut avoir une lecture beaucoup plus politique. Monsieur le chef de l'État a plus de 65 ans en fonction, depuis son cadre de la fonction publique, ministre, Premier ministre et chef de l'État. Et 41 ans en fonction de chef de l'État, si c'est ce qu'on veut nous servir comme Camerounais, comme héritage, déjà en tant que Bantou, il faut se questionner. On ne parle pas de destruction de son père quand il est vivant. Point Bantou. On ne sait pas à quoi nous jouons, à quoi le parti d'en face joue, pour nous présenter un individu qui, pendant 40 ans, est resté dans l'obscurité totale, dont on ne reconnaissait pas le thème vocal, l'empreinte vocale, jusqu'au jour où il a pris la parole, sur un timing bien précis, bien analysé, pour nous dire effectivement ce qu'il pensait du soutien apporté à son père. C'est extrêmement délicat, puisque il faut respecter les acteurs politiques qui se battent au quotidien pour encadrer la scène politique, pour défendre les opinions, défendre les Camerounais, et nous mettre quelqu'un qui n'a pour seule image, pour seul référentiel que le fils de son père. Je voudrais dire que c'est une insulte envers l'opposition, c'est une insulte envers la classe politique, que d'afficher ce type de personnage qui, pour nous, n'a pas de passif dans ce pays, qui n'a mouillé le maillot, comme on dit au quartier, nulle part. Nous sommes en politique, qui n'a posé aucun acte de dénonciation, aucun acte de soutien envers les populations de Manfé qui ont été froidement assassinées, envers les crimes économiques dont le pays est victime pendant 41 ans, qui n'a rien dit. Et qu'on retrouve, comme dit le docteur, on le retrouve au sommet de l'extrade, dans un protocole où on ne sait plus où le mettre. Donc je pense que cette question nous interpelle à plusieurs titres, M. Dipita. En tant qu'homme politique, on se demande vraiment où nous allons. Et nous sommes surpris, nous au PCRN, que le parti d'en face n'ait que ça à nous servir comme héritage. Déjà que nous sommes en politique. Et le chef de l'État l'a dit, il a encore rappelé, que le Cameroun n'est pas une monarchie. Nous ne sommes pas en monarchie. Donc, on a vu le cas du Togo, chez les Yassimbe, où les fils ont géré les affaires courantes. On a vu le cas du Gabon, où le fils Bongo a géré les affaires courantes. Ministre de l'Intérieur, ministre des Armées. On a vu le cas du Tchad, où le président actuel, le jeune président actuel, a été chef d'état-major. Et au Cameroun, nous jugeons que le présenter comme étant un potentiel, c'est d'abord une insulte, de deux. Si son père, qui est le chef de l'État, jugeait qu'il était assez compétent, il aurait, n'est-ce pas, inséré dans, n'est-ce pas, le céréal, en lui accordant, n'est-ce pas, un minimum de poste ou de responsabilité. Si son père, pendant 41 ans, a jugé que son fils devrait... Avant qu'il continue, s'il vous plaît, je pense que Fambia, il est un conseiller technique à la présidence. Écoutez, ça c'est une affaire privée. Non, c'est pas conseiller technique à la présidence, ça on n'a jamais vu de quoi. Je dis, on n'a jamais suivi son thème vocal. Et je veux dire que si son père avait jugé qu'il était assez compétent, qu'il pouvait gérer les affaires courantes, ok, il l'aurait mis en orbite. Alors, cette image qu'on nous présente aujourd'hui de quelqu'un qui s'exprime, qui prend la carte d'un parti à plus de 50 ans. À plus de 50 ans. Et je suis assez rassurant et assez certain du niveau d'intelligence qui entoure... Y a-t-il un âge pour adhérer à un parti politique? Mais quand vous avez été fils d'un chef d'État et que pendant 40 ans, vous ne posez pas des actes qui accompagnent, qui soutiennent, n'est-ce pas, votre champion, et que à la veille d'une élection présidentielle, vous prenez une carte d'un parti, vous vous exprimez au Cameroun, aux Camerounais, en Mondiovision, ok, dans une démarche bien orchestrée, parce qu'il faut se dire, il est très intelligent, cette question, parce que pendant 40 ans, il est resté très discret. Ses gestes et ses pas, nous les scrutons.
ok, la prise de parole dans un contexte bien défini, bien préparé, nous voyons de quoi il s'agit. Donc je suis d'accord, je suis d'avis que le parti au pouvoir émet des signaux et nous amène à réfléchir. Et nous disons qu'il faut beaucoup de respect envers les Camerounais. C'est sérieux. Gérer la présidence de la République du Cameroun est une affaire sérieuse, éminemment sérieuse. Ne pas nous présenter ce genre de clichés. S'il veut être candidat, qu'il prenne ses positions. Ok, le RDP, c'est un adversaire sérieux pour nous, que nous voulons battre en 2025. Et nous voulons des candidats aussi sérieux, déclarés, qui ont un passif politique qui honore leur rang. Alors, prof, je voudrais prendre quelques morceaux choisis. Normalement, c'était à moi que revenait la parole. Non, justement, je fais exprès. J'ai commencé avec vous. Dans le deuxième tour de prise de parole, je commence avec quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Vous verrez qu'à chaque question... Non, s'il vous plaît, monsieur. Bon, le débat, je pense que madame est là pour... Comment parler de son parti. Pour éclairer. Il y a des choses qu'on a parlé qui peuvent peut-être nous aider. Alors, si vous voulez... Merci. Alors, d'abord, je voudrais vous prier, quand vous vous adressez au RDPC, d'être un peu courtois. Je le suis, je pense. Quand vous dites qu'il faut quand même que le RDPC respecte les gens, la candidature de Franck Biya ne respecte pas quoi? Ah, il est candidat déjà chez vous? Non, je dis la candidature, puisque en fait c'est ça qui vous fait peur. La candidature de Franck Biya vous fait peur pourquoi? Qui a peur? Alors, calmons-nous, parce que ces évaluations qui ne reposent sur rien, en réalité, vous ne connaissez pas cette personne. Non. Voilà, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas quels sont ses points forts, vous ne savez pas quels sont ses points faibles, vous ne le connaissez pas. Voilà pourquoi je parle maintenant, oui, mais alors, attendez qu'il vous dise qui il est. Pourquoi vous pensez d'ores et déjà que le simple fait qu'il soit visible est une faute, ou alors un manque de respect aux Camerounais? Moi, je pense que ce monsieur a tout au long des 41 ans respecté, je dis bien respecté, le chemin de son père. Parce que on ne l'a pas vu, mais il a fait des choses. Vous imaginez bien qu'il a fait des choses. Vous imaginez bien qu'il a construit une vie. Vous imaginez bien qu'il est chef de famille. Donc, ne faites pas comme si on a ramassé quelqu'un dans la rue et qu'on veut lui donner un destin présidentiel. Non. C'est quelqu'un qui a décidé, dans son parcours personnel, d'entrer dans l'arène. Maintenant, je ne vois pas en quoi c'est une insulte. C'est ça qui me dérange. Quand vous dites que, oui, il faut quand même que le RDPC respecte les gens. Mais non, c'est vous qui ne respectez pas les gens. Parce que tout Camerounais a le droit d'être visible sur le champ politique et démarrer sa carrière quand bon lui semble. Il n'est pas obligé de commencer sa carrière quand vous voulez qu'il la commence. Et j'ai eu la chance d'avoir été chasseur de tête. C'est-à-dire? Chasseur de tête, c'est un recruteur. D'accord. Un recruteur qu'on mobilise pour la recherche des intelligences ou alors des profils pointus. Exact. Et dans l'exercice de cette activité, on se rend souvent bien compte que les CV seuls, les CV qu'on croit disponibles devant tout le monde ne racontent pas la vraie histoire des gens. Et que les gens ont des potentiels qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est dans le processus de ce recrutement que certaines personnes montrent leur véritable talent. Donc ne soyez pas pressés. Et pour l'heure, je crois que tout ce qui s'est passé, premièrement, je ne crois pas que Franck Biya ait pris sa carte à Paris. Parce qu'on ne prend pas sa carte en se promenant quelque part, non. Je pense que, bon, ils étaient entre camarades et ils ont la dame qui est une responsable... En fait, on l'a fait militant d'honneur. Oui, de cette sous-section. Parce que Franck Biya, s'il n'était pas militant du RDPC déjà, on ne l'aurait pas vu dans des manifestations du RDPC avec les écharpes et la flamme. Voilà. Donc, ne nous trompons pas, ne pensons pas que cet acte-là, c'est... Oh là, j'ai l'impression d'avoir perdu mon... Refaites votre beauté, ça va aller. D'accord, donc je voudrais qu'on soit courtois. Je sais que plus nous allons aller
vers 2025, plus les armes vont être tranchantes et tout, mais soyons calmes. Nous faisons pas du mal les uns. Non, non, j'ai été vexé quand vous dites que le RDPC insulte. Et nous parlons conditionnel. Nous lisons les signaux. Alors, non. Moi, j'ai trouvé ça sévère. Il n'y a pas de tension. J'ai trouvé ça très sévère. Ne vous inquiétez donc pas. Voilà. D'abord, en ce qui concerne le RDPC, le RDPC a un candidat. Et je pense que dans son propos, Franck l'a parfaitement et clairement et justement, je voulais partager quelques extraits de cette allocution. Il dit, le président, du moins, le leader naturel du parti est connu. Il est important que l'on ne brouille absolument pas le message. Nous devons rester dans son sillage et tenter de l'accompagner. Je voulais relancer donc le prof. Nous voulons rester dans son sillage, nous devons rester dans son sillage et tenter de l'accompagner. On sait qu'il y a quelques mois déjà, plusieurs mois, il y a eu comme des mouvements qui s'organisaient autour de Franck Biya. On a vu des fébistes, on a vu des franquistes, on a vu... Est-ce que c'est un rappel à l'ordre à tous ces gens-là? Restons dans le sillage du président. Donc attention, ces mouvements, essayons de garder le cap. Le parti a un leader naturel. Monsieur Dipita, nous sommes les Bantous et je crois que c'est mon voisin qui l'a souligné. On ne parle pas d'une succession de quelqu'un pendant qu'il est des vifs. Absolument. C'est que faux. Moi, j'ai vu dans le pays Bamoun comment le sultan Bamoun a effectivement montré qui était son successeur. Il ne l'a pas. On a vu ça à Kumba, avec oui, on montre, non. Ce que je suis en train de dire, c'est que ne dites pas que dans le pays Bantou, on ne montre pas, on montre quand c'est nécessaire. Le prof reprend la parole. On a vu un bon exemple à Kumba, avec un bon moquette. Oui, ils veulent nous raconter quoi là? Je le disais, éviter de confondre la chefferie ou la monarchie à une république. Voilà. Parce que je reprends mais qui a donné l'exemple? Je reprends les propos. Qui a fait allusion à la succession chez les Bantous? On ne parle pas de successeur. C'est pas vous deux là. Honorable. Je reprends les propos du président Paul Biya lui-même. D'accord. Qui disait que dans une république qui fonctionne bien, le dauphinat sonne mal. Et lorsqu'on est dans une république, effectivement, le mécanisme constitutionnel qui est prévu, c'est l'élection. L'organisation d'une élection. Et lorsqu'on organise une élection, vous savez, on se refait sur des conditions qui sont substantielles. La première condition, vous êtes électeur ou éligible. Est-ce que vous êtes Camerounais? Première question, oui, vous êtes Camerounais. Parce que pour être électeur ou éligible, il faut être Camerounais d'origine. C'est ce que dit la loi. Maintenant, la loi impose également l'âge pour un certain nombre de postes. Par exemple, pour la présidence de la République, il faut être âgé de plus de 35 ans. C'est connu. Mais je veux vous dire, lorsque Franck Biya s'exprime de cette manière à Paris, pour ma part, je comprends qu'il ne veut véritablement pas bousculer le père. Parce que si, lui, il fait une annonce en indiquant que voilà, son adoubement au sein de la formation du RDPC le prédestine à être le futur candidat naturel pendant que le père y est, je crois qu'il y aurait anguille sur roche. C'est la raison pour laquelle il est très fort dans ce discours qu'il prononce de l'autre côté de Nantes, je crois, non, à Paris. Nice. De Nice, à Nice, à Paris. Alors, moi, ce que je voudrais dire, M. Dipita, vous savez, le contexte politique s'y prête. Et c'est pourquoi, quand vous mettez un sujet comme ça en débat, je pense que vous prenez de l'avance sur les autres. Parce que ça, ce sont des sujets qui seront débattus d'ici peu. Alors, moi, ce que je pose comme précepte, c'est simplement que quand vous regardez aujourd'hui le fonctionnement du RDPC et la succession qui est en train d'être préparée, vous vous rendez compte, et ça je reviens à votre sujet que vous avez placé en débat, est-ce que Franck est sur orbite? Je répondrai oui, au regard des faisceaux d'indices qui nous démontrent aujourd'hui. Pourquoi c'est à ce moment-ci précisément qu'il prend sa carte ou bien qu'il affiche clairement son adhésion au sein du RDPC? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Parce que je vais vous dire, si c'est pour des actes, c'est un monsieur extrêmement discret. Je connais par exemple que dans le mouvement citoyen pour la paix et l'unité, il est le champion de cette formation politique qui est légalisée. D'ailleurs, je crois que la déléguée régionale de ce mouvement sera installée d'ici vendredi. Et c'est justement lui qui est en effet comme la référence de cette formation politique qui indique qu'il a posé un certain nombre d'actes. Alors,
Maintenant, ce que je voudrais dire, monsieur Dipita, la République n'exclut pas ses enfants. Si vous avez comment dire, la nationalité camerounaise, vous remplissez toutes les conditions, vous êtes libre d'être président. Moi, je pense que si Emmanuel Biya doit être battu, qu'il soit battu dans les urnes. Parce que c'est un Camerounais. L'idée de ce que nous sommes dans une monarchie ou dans une république peut être contestable. Parce que si Aïdjo l'avait fait, en laissant le pouvoir à un de ses enfants, c'est qu'on n'avait pas eu la chance aussi d'avoir Paul Biya comme président. Donc nous pensons clairement qu'aujourd'hui, l'idée d'une république, c'est une idée justement de rassemblement de tous ces enfants qui remplissent les conditions justement pour être président ou pour être électeur ou éligible. Maintenant, le fait qu'on soit, les gens vont alléguer, et ça c'est, je pense qu'on va laisser cela au parti politique de l'opposition, parce que moi en tant que technicien du droit, je ne peux pas venir exclure un candidat du fait qu'il a le patronyme Biya, et cela doit être considéré comme un critère d'exclusion. Non. Pour le contexte électoral qui s'y prête, il faut donc qu'on organise les élections. Moi, ce qui me gêne, c'est simplement que les règles qui organisent le jeu électoral ne sont pas des règles sur une base consensuelle, où ça peut se dérouler de manière transparente. C'est ça qui fait peur. Parce que quand l'autre dit, Obama dit qu'ils n'ont peur d'aucun candidat, je comprends, mais ce à quoi ils doivent avoir peur, c'est plutôt les règles qui structurent le jeu démocratique et politique. Vous avez vu aujourd'hui, il y a quelques jours, le ministre de l'administration territoriale a encore fait autoriser près de 40 partis politiques. Vous convenez avec moi que ce n'est pas un nombre aussi impressionnant de partis qui fait le jeu démocratique. Parce que, comme on le dit souvent aussi en matière fiscale, si trop d'impôts tuent l'impôt, trop de partis politiques tuent la politique et même la démocratie. Donc, je voulais juste, parce que député, il a souligné sur la dernière sortie de Frambia, oui, en disant que ses propos a mis thème à ce que les gens pensent que... Il sera candidat. Oui, mais il demande plutôt qu'on se mette derrière le président. Je veux dire que, comme il a bien dit, on n'entendait pas qu'il dise qu'il sera candidat. Parce que on a vu les mouvements franquistes, il y a trop de mouvements dehors. Il n'a jamais les dénoncé en public. Donc, c'est juste pour vous dire que politics, c'est, on peut dire, le mensonge. Quand on dit 1 plus 1 en politique, c'est pas des. Donc, ça veut dire, tous ces jeux, tout le monde, on est en train de... Alors, vous avez l'impression qu'il pose des actes sans véritablement se dévoiler. Non, ils ne peuvent pas. C'est sous fond de calcul. Il y a ce qu'on appelle le joker. C'est ce qui... Le joker. Oui. Mais malheureusement, il est en train de vouloir sortir parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses. On connaît déjà qu'au Cameroun, il faut aller à Fumba. Vous estimez qu'il évolue dans sa marche politique. Non, mais... Avant, on le voyait faire des sorties, on n'entendait pas. C'est qu'on entend. Il était déjà à Fumba. Oui. Il était au nord. Exact. On entend qu'on nous dit qu'il était à Léké, là où on sait que c'est là où on prend le pouvoir dans ces pays. C'est le dernier l'action qu'on va voir pour confirmer que vraiment, voilà le prochain président. Mais pour moi... Là, maintenant, il montre qu'il est dans le parti et qu'il a un soutien ferme de son papa. Il existe, mais pour moi, j'ai un seul problème. Pour moi, je pense que ce qui nous fait peur au Cameroun, c'est notre système électoral. Mais sinon... Frambia peut être candidat, ça ne pose pas problème. Ce qui pose problème, selon moi, c'est parce qu'on est dans une démocratie là où tout le monde sait que même l'élection de 2025, on connaît des résultats. Comment ça? C'est ce que les gens pensent. On peut dire que, voilà, LDP va avoir tel pourcentage des SDF. C'est ce que les gens pensent. Et c'est ça qui fait peur, la candidature de Franck. Patrick, sur les éléments de langage. Je voudrais assurer, honorable, qu'on n'a pas peur de sa candidature. C'est un citoyen camerounais. Vous avez peur de laquelle? Non. Des candidatures, celle du président Biya. Ce que nous observons, c'est que nous analysons les faits et gestes. Nous sommes en politique. Et nous savons qu'il il est très intelligent. Il bénéficie de l'appareil étatique, de toute l'armada autour de lui. Ça, c'est évident. Puisque rester discret pendant 40 ans, il n'est pas donné à n'importe qui. Il est assez intelligent, il est assez futé. Et ce sont les signaux qu'il envoie. Et vous n'allez pas empêcher un homme politique de faire une analyse. Tout à l'heure, vous avez expliqué qu'il a fait le tour des grandes chefferies. Et quand on connaît l'histoire de notre pays, celui qui veut être investi doit effectivement avoir la bénédiction des grandes chefferies. Là, il n'y a même pas un débat.
La question fondamentale pour nous, partis politiques, c'est que on ne joue pas avec l'image du fils du chef de l'État, comme c'est le cas actuel. Il est libre. Il bénéficie d'une légalité, comme a dit le prof tout à l'heure, effectivement, en tant que citoyen camerounais, il peut se présenter. Et je vais même vous étonner. Qu'il se présente face au PCN, il sera battu. Dans les élections normales. Normal, il sera battu. Il sera battu parce qu'il n'est pas légitime. Vous avez des résultats. Comment ça, il n'est pas légitime? Quand je dis légitime, ça veut dire que du point de vue vous savez, on peut bénéficier d'une légalité, comme c'est le cas d'espèce, en tant que citoyen camerounais. Mais il n'a pas de parcours, il n'a pas d'histoire. Là, je laisse. Pas le lançon populaire. Il n'a pas le lançon populaire, il n'est pas connu du peuple. Et il hérite, si c'est le cas, là je suis conditionnel et je voulais rassurer. Avant 2018, on ne connaissait pas Kabal Libé au Cameroun. Je suis Si on le connaissait comme chroniqueur. Là, je parle au conditionnel. Non. Je ne colle pas l'étiquette d'un candidat. Non. Je lis les signaux qui se présentent à nous. Et en tant qu'analyste, on fait de l'analyse. Non, s'il vous plaît, monsieur. Madame, s'il vous plaît, je voulais vous dire que Kabal Libé a pris plus de 6 mois pour être populaire au Cameroun. Mais avant ça, il était quoi? Journaliste. Avant ça, il était connu. Non, journaliste. Avant ça, il était journaliste. Il était chroniqueur. C'était mon confrère. Il était acteur de la société civile, effectivement. Il était mon confrère. Ils ne seront pas de nulle part. Il a fait ses classes. Donc, revenons sur le sujet principal. Permettez-moi. Je veux dire que nous, au PCN, nous sommes confiants. Il faut juste arranger. Il faut remettre les cartes sur table sur le jeu électoral. Que le code électoral soit consensuel. C'est ce que nous demandons. Que les candidats volontaires se présentent. Quitte à ce qu'il soit fils du chef de l'État, il n'y a pas de souci. Ok, qu'il se présente. Et nous disons que ce que nous faisons, c'est de l'analyse. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure conditionnel. C'est vous peut-être qui nous annoncez qui peut être un prochain candidat. Ce n'est pas notre souci premier. Notre souci premier, c'est que les Camerounais prennent acte d'un bilan, que les Camerounais prennent acte des dirigeants qui veulent choisir demain à la tête de l'État, et que les Camerounais comprennent que la fonction républicaine, la fonction présidentielle, est une fonction extrêmement sérieuse. Ok, et que demain ils soient les juges et qu'ils s'inscrivent massivement, qu'ils prennent leur carte d'électeur, ok, qu'ils défendent leur choix dans un cadre réglementaire et consensuel. Maintenant, qui va être candidat en face, ça ne nous inquiète pas du tout. Rassurez-vous du tout, ça ne nous inquiète pas. Et je leur ai dit encore, nous faisons une analyse objective parce que on ne joue pas avec l'image du fils du chef de l'État. Non, député, il y a une chose que je voulais vous dire. Je pense qu'on a un problème avec les opposants de ces pays. On entre dans les débats inutiles. Voilà. On a le vrai problème qui est notre système électoral. I think you people should come together and work for us to have a good electoral system. Mais ils ont une plateforme. Yeah, but what are the results? Because this debate of Frambia, on a vu ça aux États-Unis, on a vu un président que son fils a devenu président. Ça n'a pas causé le débat. Mais pour moi, le problème avec vous, les opposants, pourquoi vous ne pouvez pas venir ensemble pour qu'on puisse avoir une vraie démocratie dans ces pays? Bishop, one thing, you see now, we are working together. Depuis quand? As political party since 2-3 years already. Since 1992. And there's a base. Since 1992, you people have never agreed. Because there is hope, and there's a job that has been done since 2-3 years. Okay. I will not say it in this set. You understand? So be quiet. There's hope for the future. We need to ensure our population that there's a future for them. The condition is that we need to arrange the electoral system together. We have less than 2 years to go for presidential elections. Donc qu'ils soient rassurés, il y a un travail qui est fait en politique par les opposants. Voilà. Sur les extraits de son allocution à Franck, tous derrière le président, il ne faut pas brouiller le message. Y a-t-il la volonté de taire justement ces velléités qui se mobilisaient autour de lui, Franck Biya? Franchement, je pense que Franck Biya, d'abord je voudrais dire merci à Patrick parce qu'il s'est corrigé. Il s'est corrigé, on est devenu dans un débat un peu plus civilisé. Parce que parti comme il était parti, j'étais déjà presque en colère. Alors non, ne soyez pas en colère, honorable. Voilà, ok. Donc, je pense que Franck Biya est un monsieur qui pense qu'il a quelque chose à donner au Cameroun. Apparemment, tu es en train de battre la campagne pour lui. Non, mon candidat c'est Paul Biya. Non, mais tu parles plus de Franck Biya ici que Paul Biya. Oui, mais c'est parce que c'est Franck Biya qui est le thème. C'est pour ça. Okay. Donc, moi, mon candidat c'est Paul Biya. Maintenant, mais si à la dernière minute, il essaie de... J'observe, comme il le dit, la démarche
qui est suivie par Franck, et une démarche qui effectivement dévoile que c'est quelqu'un de très intelligent et de très fin. Il est aussi peut-être aidé par le fait qu'il soit le fils du président. Il ne va pas effacer ça, il ne va pas faire disparaître ça. C'est une donnée qui est en sa faveur. Maintenant, il peut très bien décider qu'il est temps pour lui de devenir un homme politique. Et il va commencer une carrière politique. Il ne va peut-être pas la commencer en étant candidat à l'élection présidentielle, mais il va déjà descendre dans l'arène et on va voir de quoi il est capable. Il va vouloir se démarquer et montrer qu'il a un nom. On dit quoi? Un prénom à côté d'un nom ou un nom à côté d'un prénom. Qu'il est Franck Emmanuel Biya. Il n'est pas Paul Biya. Et il pense qu'il a suffisamment appris, suffisamment capitalisé auprès d'un père qui a conduit ce pays pendant aussi longtemps. Et il ne peut pas avoir été dans une telle proximité et ne pas avoir engrangé des skills. Tu es d'accord avec moi? Donc là, il va certainement jouer. Il ne sera peut-être pas candidat. C'est son fan club, là, ces différents fan clubs. Moi, je ne pense pas qu'il va les faire disparaître. Pas du tout. Il a besoin de ces fan clubs pour que... En tant que fils de président? Non, en tant qu'homme politique. Il a besoin d'un mouvement. Tout le mouvement qui le soutient, là. S'il disparaît tout de suite, là, moi, je pense qu'il ne sera pas très heureux. Il faut que ces mouvements-là continuent à faire leur job, à rallier des gens, à mobiliser des gens, à convaincre des gens, à rencontrer des gens. Tout ça pour étoffer cette candidature. Mais elle peut ne pas être une candidature de 2025 et être une candidature de 2032, par exemple. Mais je sens qu'il il veut que les Camerounais comprennent que pour lui est arrivé l'heure de l'éclosion. Et il va commencer à... Alors, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas comme... je ne vais pas dire dissonance, Ambroise Wizor, est-ce qu'il n'y a pas risque de brouiller véritablement le message quand on sait que certains militants, au quart du parti au pouvoir, Christian Gare rappelait tout à l'heure que l'allée qui est souvent le nœud déterminant, le bastion, le faiseur de chef, à l'allée qui est Henri Yeba ici, qui en est souvent le prenant, ou alors le porte-parole, l'auteur de l'appel, a déjà appelé à la candidature du président Biya pour 2020. On a vu le ministre Manaouda Manaché dans une sortie à Marois qui a appelé à la candidature. Bref, de plus en plus, les cadres, les responsables du... pas la mienne, moi-même j'ai... Voilà, la vôtre. Les responsables du RDPC... Et nos textes d'ailleurs nous mettent... Appellent à la candidature du président Biya. Est-ce que cette sortie de Franck, on la met dans le même alignement? Je veux dire, Franck, il dit, mettons-nous derrière le chef de l'État et l'appel à la candidature se fait. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dissonance, risque de se dire, attention, on était déjà engagé avec les différents mouvements pour soutenir Franck. Maintenant qu'il nous ramène auprès du PR, comment est-ce qu'on va se comporter? Monsieur Dupita, je veux partir des propos du chef de l'État quand il rentre le 9 juin 2004. Vous vous rappelez de cette date? Bien entendu, il donne rendez-vous dans 20 ans. Vous savez bien que dans 20 ans tombe l'année prochaine, 2024. Le président dit, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Exact. Alors, faisons une interprétation profonde de cela. Il faut pas, je vous disais tout à l'heure que les propos des hommes politiques ne sont pas des propos anodins. Moi, je pense que ce qui se construit dans le RDPC est une construction qui a commencé depuis. On va vivre cela en 2024. Moi, ce que je vois, je ne lis pas dans une boule de cristal, je ne suis pas un prestidigitateur. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on voit les événements, je parlais tout à l'heure des faisceaux d'indices, lorsqu'on voit venir 2024, on se rend bien compte qu'en réalité, nous allons vivre quelque chose d'exceptionnel au pays. Le président de la République va démissionner. Il va démissionner au moment où, justement, il va élever son fils au niveau du bureau politique du RDPC. C'est ce qui va se passer. Parce que quand je regarde, je fais cette lecture profonde, je me rends également compte que le problème, M. Dipita, ne viendra pas de l'opposition, ne viendra pas du peuple camerounais, mais viendrait
du RDPC dans son interne. Parce que vous le soulignez bien, voilà. Nous avons ici sur le plateau Malice Douarabé, au cadre du RDPC, qui vous dit que les jeunes sont devenus sur leur champion naturel. Vous savez qu'en fait, le président du RDPC est le candidat statutaire. Tout à fait. Ça veut donc dire que ça va être... Bon, moi, ce que je vois de compliqué, c'est que les blocages, les obstacles se feront plutôt en interne dans le RDPC si effectivement le président de la République ne fait pas jouer toute la diplomatie qui est la sienne. Parce que quand vous regardez ces appels, bien entendu, vous l'avez évoqué, ça va devenir contradictoire ou ça va rentrer en inconformité avec les appels qui sont en train d'être faits. C'est-à-dire, imaginez-vous qu'en 2024, le président dit « Ok, je n'y suis plus, on a double office ». Et tous ceux qui avaient appelé à la candidature du père deviendront dans un chemin imaginaire. Imaginaire, je suis bien dans un chemin imaginaire, mais je ne suis pas très loin de cette vérité. Alors, ce qu'on va dire simplement, c'est que, M. Dipita, moi, je vais vous dire, j'ai plus de recul pour regarder cette affaire. Je me suis même rendu compte, et ça, je ne sais pas si je me suis trompé, je me suis rendu compte qu'en réalité, si Franck Emmanuel Biya était l'office biologique de Chantal Biya, je suis certain que le président allait démissionner. À ce point-là. Ah oui, justement. Parce que quand vous regardez bien ce qui se passe, il faut aussi négocier avec la femme qui est là parce que c'est elle aujourd'hui qui tient le père. Donc il faudrait qu'elle ait quand même un avis important. Vous êtes convaincu que la suite de la gouvernance au Cameroun se fera au sein de la famille Biya? Bon, écoutez, moi je sais que je suis dans une république. Vous voyez, je sais que je suis dans une république, que tous ceux qui remplissent les conditions légales pour être éligibles le soient. Et je disais tout à l'heure, le patronyme Biya n'est pas une infraction pénale ou n'est pas un élément d'exclusion à la course, à la magistrature suprême. Bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est que, et comme je l'ai dit, j'ai indiqué qu'il faudrait que les règles du jeu soient consensuelles. Pour moi, c'est ça le véritable problème. Les autres problèmes, vraiment, sont des superfétatoires ou périphériques. Alors, quand vous regardez très bien, M. Dipita, je reviens dans le propos liminaire, je me rends effectivement compte qu'il y a une construction qui sera faite. Et j'ai dit sur un autre plateau que quand vous regardez aujourd'hui, le président met en place un comité, par exemple, sur la fortune, sur le blanchiment, ainsi de suite, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est une préparation qui me semble bien montée pour que tous ceux qui vont vouloir opposer une résistance au sein du parti se verront justement craquer par cette commission-là. Et vous verrez, M. Dipita, je parle toujours peut-être conditionnel, on reviendra ici pour une autre émission, vous allez vous rendre compte que dès 2024, il y aura une vague d'arrestations massives qui va se passer. D'épuration. Et vous allez voir, c'est-à-dire que moi j'ai lu déjà le chef de l'État, quand en 82, j'ai 5 ans quand il passe président. Donc, vous pouvez imaginer qu'avec le temps que je prends aujourd'hui, avec l'analyse politique que je suis devenu, j'ai essayé de regarder le président, puisque j'ai étudié une thèse sur le Premier ministre, et vous savez qu'il a été Premier ministre, justement, je suis parti du profil de Paul Biya, Premier ministre en 1915, jusqu'à ce qu'il soit président. Donc, vous convenez avec moi que je suis de très près les actualités qui sont posées à l'endroit du chef de l'État. Et quand vous voyez aujourd'hui, M. Dipita, j'ai dit un truc tout à l'heure, peut-être que c'est passé rapidement, quand vous regardez très bien ce qui se passe, le président de la République, au regard de toutes les crises, par exemple, qui entourent, qui sont parfois non loin du palais, vous vous rendez compte que le regard qu'il porte aujourd'hui, c'est que la seule personne en qui il pourra faire confiance, moi je le pense, c'est son fils. L'une des dernières questions sur ce premier thème. S'il vous plaît. Oui, vous allez... Ok, allez-y, puis je vous pose... Pas une question, mais il a fait une remarque qui est très pertinente. Apparemment, l'honorable était un peu distrait. Et je voulais que je vous rappelle ce qu'il a dit pour que vous pouvez nous... Parce qu'il a dit que si Franck était le fils de Chantal, le président devait démissionner. Je ne sais pas si... Moi, je n'ai pas la même perception. Non, je n'ai pas la même perception. Et puis, ça nous ramène à j'allais dire, les affaires de famille trop. Non, ça ne me paraît pas significatif. Le fait que Franck ne soit pas le fils de Chantal Biya. Non, il forme une famille et c'est le père qui
creuse le le sillon recadrage. et qui, moi, je suis persuadée que contrairement à ce qu'on veut vendre au commun des Camerounais, il sait exactement où il mène sa barque et ça m'étonnerait qu'il puisse se faire influencer. Non, non, je pense que la famille va certes... Si Franck est vraiment partant et si le président n'est plus partant, à ce moment-là, je crois que toute la famille va essayer de porter Franck. Mais je vois mal comment le président pourrait démissionner en 2024. Maintenant, tout dépend de la qualité de ton marabout. Je l'ai bien dit que je ne sais pas. Maintenant, je voulais C'est sur les indices. faire un point. Je voulais que vous parlez, en fait, parce qu'on parle de situation au Cameroun. Le président Aïdjo a fait, je crois, 29 ans. 29 ans. 29 ans. Oui. Et après ça, c'était un nordiste. Il a donné ça, we can say South, Grand South. Mais on parle ici, personne ne parle pas des côtés anglophones. Vous ne croyez pas qu'avec tout le problème du nord-ouest et sud-ouest, on peut dire que bon, c'était au nord pendant 20 ans. 29 ans. 29 ans, c'était 40 ans. au Grand Sud pendant 41 ans, 42. Pourquoi ne pas penser aux anglophones? Pourquoi pas? Mais personne ne parle pas de ça ici. Non. Alors, question de sortie. La candidature de Franck éventuelle, la candidature éventuelle de Franck Biya, serait-elle un risque ou un atout pour le RDPC dans l'analyse? Christian? Oui, pour moi, je pense que j'étais un peu inquiète qu'on parlait de sécession au Cameroun. On ne parlait pas d'un candidat anglophone qui, pour moi, peut être un joker pour la paix et l'unité nationale. Parce que, de ce que moi, je lis, tous ces gens du Nord qui disent « Oh, notre candidat en 2025, c'est Paul Biya », pour moi, je ne pense pas que les nordistes vont accepter que le pouvoir reste dans la Grand Sud. De l'autre côté, je ne pense pas que les gens du Grand Sud vont accepter que le pouvoir part au Nord. Et là, ça fragilise notre paix et unité. Donc, pour moi, notre seule solution pour rester un pays indivisible, c'est pour avoir un candidat anglophone en 2025. Ça va résoudre tous ces problèmes. Première chose, les gens du Nord vont accepter un anglophone, les gens du Grand Sud vont accepter un anglophone. Deuxième chose, ça va nous aider à résoudre le problème du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Ça, c'est mon point de vue. Donc, pour vous, il y aurait risque que le pouvoir, ou alors, il pourrait... Je ne vois pas les gens du Nord accepter encore notre candidat qui vient du Grand Sud. Il pourrait y avoir affrontement, c'est ça? Je dis que je ne vois pas qu'ils vont accepter ça, pour moi. Parce que quand tu causes avec eux, en public, il faut comprendre que Paul Biya, c'est le candidat. Et je pense, pour moi, ce que je lis... Et dans ce cas, quel serait l'avantage donc de l'anglophone? Mais là, ils vont dire, bon, comme on a bagarré, quelqu'un d'autre a pris, on doit lui soutenir. Pour moi, il faut essayer un anglophone. On a déjà vu comment les anglophones gèrent des postes importants dans ces pays. Je pense qu'un anglophone peut être un meilleur risque pour ces pays, selon moi. Patrick, Franck Biya, risque ou atout en termes de candidature, déjà pour le RDPC, qui c'est peut-être pour le Cameroun? Votre question est une question qui me quadrille un peu. Non, pourquoi? Qui m'oblige à parler de... Ah, vous pouvez aller au-delà aussi. Voilà. Hein? Et je veux dire que vous comprenez un peu bien ma gêne. Tout à l'heure, à l'entame de mes propos, j'étais très mal à l'aise de comprendre qu'un personnage comme celui-là, camerounais fut-il, puisse, n'est-ce pas, occuper le devant de la scène. Et voilà pourquoi je parlais de respect pour tous ceux-là qui se battent pour maintenir le Cameroun dans la paix, tous ceux-là qui se battent pour présenter une offre politique, tous ceux qui se battent pour la crise au nord-ouest, au sud-ouest. Et voilà pourquoi je vais convoquer, pour votre question, juste le respect du droit, le respect de la Constitution, le jeu équitable, un jeu consensuel sur un code électoral consensuel. C'est ce qui va garantir la paix. Et que les verrous qui sont mis en place par le pouvoir en place soient levés pour que les Camerounais s'inscrivent massivement, qu'ils adhèrent massivement au jeu politique, puisqu'il va de leur avenir.
Je voulais convoquer le respect des engagements pris pour le nord-ouest et le sud-ouest. C'est par là qu'on va commencer. Puisque nous sommes en République, dire que le nord, dire que le sud, dire que les anglophones et tout le reste, ce n'est pas la République. C'est extrêmement dangereux. Et voilà pourquoi je ne voulais pas m'aventurer dans ce champ-là, où c'est la famille. Tout à l'heure, on revenait encore le père, la mère et l'enfant. C'est compliqué pour nous, les hommes politiques. Donc voilà pourquoi je convoque le fait qu'on respecte nos institutions, que le chef de l'État qui gère le pays, qu'il arrange, là je parle comme africain, qu'il arrange avant de partir, qu'il appelle les hommes politiques, qu'il arrange, qu'il crée un cadre de débat libre, qu'il crée un cadre de règles de jeu consensuelles, et effectivement qu'on est aux élections. On n'a pas peur d'un candidat, fût-il fils du chef de l'État, au PCN, on n'a pas de souci. Vous comprenez un peu? On n'a aucun souci, il ne nous inquiète pas du tout. Nous sommes un parti républicain. Devant les citoyens, nous sommes légitimes. Nous avons un président qui travaille, qui est reconnu. Et donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas notre souci. C'est le dernier de nos soucis. Qu'il soit candidat au parti au pouvoir, que la loi soit respectée, s'il est dans sa légalité. D'accord. Et effectivement, qu'il soit porté. Mais justement, que le chef de l'État s'arrange à ce que les institutions soient respectées, que le code électoral, puisque souvenez-vous, les partis politiques ont fait une proposition de révision du code électoral. Ils ont été empêchés de proposition. Absolument. Vous imaginez, ils se rassemblent. D'accord, merci. Et ils ont été interdits. Donc voilà notre véritable problème. La candidature du fils du chef de l'État ne nous concerne pas. Atout, au risque. Je commence par un atout. C'est un jeune et j'espère que quand il parlera au pouvoir, nous on aura la place. Ah, vous y êtes déjà? Oui, c'est un jeune. Oui, je commence par l'atout. Quand il prendra le pouvoir, ça Oui, veut dire que pour vous, nous on viendra aussi. il n'y a pas d'illusion. Vous comptez que vous êtes jeune. Ok. Mais écoutez, je crois que je suis son petit frère en âge. Donc, il me fera confiance. Mais pourquoi lui-même n'est plus jeune? Est-ce qu'il est Non, jeune? à 50 ans, il est jeune. Vous l'avez pas l'OMS contrôlé. a bien, comment dirais-je, fait la typologie des Allez-y. qui est jeune, qui est senior, Bon, qui est... à 50 Vous ans, êtes déjà on est des dans quoi? papas, avec des familles, des Non, enfants, c'est pas parce etc. qu'on est papa qu'on est plus jeune. Non, vous n'êtes plus jeune. Jeune, c'est juste à 25 ans. Allez-y. Après, vous êtes... Bon, ou du moins, avec ceux qui sont là. Non, mais je pense que je vais essayer de comprendre un peu le français là. Je pense que, selon moi, il y a une différence entre être jeune et être un jeune. Donc, il est jeune, mais il n'est pas un jeune. Si je comprends bien le français. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, ils disent que Tu as compris. il est jeune, mais il n'est pas un jeune, mais il est jeune. Allez-y. Par rapport à son père, il est jeune. Et par rapport à ceux qui sont aux affaires, il est jeune. Alors, le problème, c'est quoi? Un atout parce que il pourrait, ça, je parle au conditionnel, il pourrait faire autrement que le père. C'est-à-dire qu'autrement, en apportant, vous savez, c'est Yaoundé qui le disait, en démocratisant justement nos institutions. C'est-à-dire, quand je dis démocratiser nos institutions, c'est aussi faire venir de nouveaux visages, de nouvelles personnes qui seront porteuses de nouvelles idées, certainement pour essayer de changer la configuration que nous voyons de l'heure. Peut-être aussi, il ne fera pas comme son père en laissant à des postes des gens pendant près de 30, 35, 40 ans. Peut-être aussi, il va véritablement lutter contre la corruption parce qu'aujourd'hui, c'est le bras mort justement du renouveau. Parce que quand vous regardez les concepts de départ du chef de l'État, rigueur et moralisation, vous vous rendez compte que ces concepts sont devenus que au point où on les a tournés en bourrique. Les gens disent je vole avec liberté et si vous me parlez, je vous fais la morale. Vous voyez donc qu'on a transformé ces concepts. Bon, maintenant, où ça peut être critique, c'est que, comme je l'ai dit que tout à l'heure, c'est pas faux. Il faudrait d'abord qu'il y ait j'allais pas dire une affirmation, mais un consensus de haut niveau au sein même du RDPC. Parce que vous avez vu tout à l'heure, des gens, ceux-ci appellent au président de la République de se représenter, d'autres disent, oui, c'est peut-être que ce ne sera pas lui. Vous voyez donc au sein du RDPC, ça devient critique. Maintenant, un autre élément, c'est que le fait pour le père d'avoir quand même fait 41 ans au pouvoir, on estime que peut-être c'est le temps de passer la main à quelqu'un d'autre qui ne soit plus de la famille Biya, parce que je l'ai dit aujourd'hui, le patronyme Biya n'est pas une infraction électorale pour dire que parce qu'il s'appelle Biya, il va être exclu du jeu électoral. Non. Mais ce que nous pensons, c'est que si Aïdjo l'avait fait, on aurait la possibilité de découvrir un Paul Biya, et pourtant nous sommes dans une république. Donc moi je pense que ce qui doit être fait du PITA, et je reste là-dessus, c'est l'organisation d'une élection sincère, juste et transparente, et que véritablement le jeu démocratique se fasse, et que les institutions en charge justement
de l'encadrement, de l'organisation, de la supervision du processus électoral joue franc jeu. Parce que vous voyez aujourd'hui, le conseil électoral, on estime que c'est politiquement marqué, où tous les membres sont presque nommés, pas presque, nommés par le chef de l'État. Et c'est l'ancien membre de RDPC. Voilà. Voilà. Il faut donc, j'ai évoqué les éléments d'atout et les éléments qui me semblent ne pas aller en sa faveur aussi. D'accord. Non, mais je voulais juste vous rappeler. Vous avez bien insisté sur le fait que si Aïdjo avait fait comme on pense que ça va passer, Paul Biya ne va pas être président. Mais il ne faut pas qu'on oublie quelque chose. En 1982, quand il est démissionné, on n'avait pas encore ces vagues de père-fils en Afrique. Donc, pour ça, il ne va pas lui pardonner pour dire qu'il avait donné le pouvoir à Paul Biya. Merci beaucoup. On termine avec vous. Hein. Oui, c'est simple chez nous, nous avons un candidat. D'accord. Il est connu. Ok. À côté de ce candidat, il y a une personnalité qui sort d'une cage et qui veut montrer sa capacité à prendre l'envol. Ça, c'est son histoire. C'est l'histoire de Franck Biya. Politiquement parlant, nous continuons à soutenir notre candidat pour 2025. Il faut appeler son nom, s'il vous plaît. Son nom, c'est Paul Biya. Voilà. Maintenant, je suis d'accord avec vous que l'effort d'un code plus consensuel apporterait quelque chose. Ça, je pense que c'est important pour la construction de notre pays. Peut-être que c'est les façons de procéder ou les manières de faire qui ont gêné jusqu'à maintenant le fait que nous n'ayons pas été capables de nous mettre ensemble pour quelque chose de plus consensuel. Mais cela n'enlève en rien, cher monsieur du PCRN, la qualité de notre candidat. D'accord. Vous mettez souvent comme argumentaire l'âge. Faites attention. Madame, s'il vous plaît, Tout qu'est-ce le que monde- vous qui sont dans RDPC, au Cameroun, on oblige les gens qui sont 18 ans à avoir la carte nationale. Oui. Mais les mêmes personnes sont interdites à voter. Qu'est-ce Oui. qui explique ça? Oui, bon, là, ça fait autant de sujets à régler à mettre avant. sur la table et à... Non, moi, je ne suis pas contre ces arrangements-là pour être cohérents, pour que nous soyons quand même cohérents. Donc là... Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est parce que les gens sont en colère contre le régime en place? C'est pour ça que... Tu veux me mettre sur ton prochain journal? Merci. Oui, On va parce que, prendre- député, une seule seconde, on ne peut pas être pénalement responsable à 18 ans et ne pas être politiquement responsable. Ça, c'est sûr. Transition et puis on passe au deuxième thème. Est-ce qu'on entend? Fake news, la presse paye le prix fort. C'est revenir en un ou deux mots sur cette actualité autour de Christian Gare. C'est le prétexte. Hein. Je l'ai dit en termes de l'émission, le 9 novembre dernier, le directeur de la publication du journal The Guardian Post a donc été interpellé suite à une information, ou du moins une, selon son journal et ceux qui y travaillent, une fausse une, qui avait été publiée quelques jours plus tôt et qui a circulé sur les plateformes des médias sociaux. Après plus de 8 heures dans les services GCAID, il a été libéré aux environs de 21 heures. Alors, puisque vous êtes là, revenons un peu sur les faits. Que s'est-il passé exactement le 7 novembre, le 9 novembre? Bon, je me suis arrivé au bureau à environ de 10 heures. D'accord. Et je vois le mouvement autour de mon bureau. Comme ces gens étaient en civil, bon, je me suis dit, peut-être c'est les voisins. Et avant même qu'ils montent dans mon bureau, parce qu'il y a les caméras partout dans mon bureau, je vois certains visages. Après, notre gardien de sécurité monte, il me dit, il y a un monsieur qui vient de la commune, il va te rencontrer. Je lui dis, fais-lui monter. Avant même qu'il m'assoie, je vois 4 personnes. 4, bien costauds. Ils sortent les 4,
Il m'a dit, nous sommes venus de 7, vous venez t'interpeller. Je lui ai posé la question, quel est mon problème? Il m'a dit, il ouvre le téléphone, il me montre une fausse une de The Guardian. Je lui dis, je ne connais pas ce journal. Il part dans notre archive, il sort The Guardian Post, parce que c'était question de The Guardian Post qui est paru le 8 novembre. Il sort la version imprimée. On a notre imprimerie. Il sort la version imprimée. Il les présente. Voilà notre journal de 8. Je lui ai posé une question. Est-ce que vous étiez dans les kiosques en ville pour acheter ce que vous avez me montré? Il me dit, ils ont allé partout. On les a bien dit que c'est le faux. Je dis, bon, est-ce qu'il y a encore une question à répondre? Il me dit, non, suivez-nous. En fait, ils ont venu avec les motos. Je ne pouvais pas monter sur les motos. Ils ont dit, bon, j'ai ma voiture, est-ce qu'il veut partir avec un, comme il était 4? C'est quand on entre au 7 que je vois que le problème était plus grand que je connaissais. Première chose, je voulais même appeler ma famille pour les informer que je suis arrêté. Je voulais même appeler mon avocat. J'avais pas cette opportunité parce qu'ils ont pris tous mes deux téléphones. Ils ont commencé à utiliser des mots durs ou tu étais en train d'effacer les choses. Et, monsieur, restez tranquille. Après quelques heures, Simon, je suis entré de bureau. Après ça, on a fait l'entendre. Comment on m'a demandé si je paye le salaire des employés à The Guardian Post, est-ce que je paye les impôts? Je dis, mais monsieur, est-ce que moi je suis ici pour ça? Tu me payes de l'OTAN. Et en réalité, ce n'était pas un débat convivial, parce qu'il était vraiment... désagréable. Oui. Et le monsieur qui était en face de moi, oh, quelle est votre relation avec les Amazoniens? Je lui dis, mais monsieur, est-ce que vous êtes vraiment un gendarme? Parce que tu dois connaître notre ligne éditoriale sur la crise anglophone. Et il lui a fait comprendre que c'est depuis 2018 que les Amazoniens ou bien les séparatistes trichent la une de The Guardian. Parce que, en réalité, notre ligne éditoriale, ça ne les favait pas. Voilà le problème entre The Guardian Post et l'affaire de Photoshop de notre grand une. Les Amazonies, selon eux, The Guardian Post est un journal qui est sponsorisé par le régime Biya. D'ailleurs, c'est le plus lu journal en langue anglaise. The Guardian Post, c'est le seul journal en CEMAC, pas juste au Cameroun, qui publie de lundi à dimanche. Ça veut dire qu'on a une influence. Donc, quand la crise a commencé, les séparatistes croyaient que comme c'est un journal anglophone, ils pouvaient utiliser comme les méthodes de propagande. Parce que The Guardian Post, en nord-ouest et sud-ouest, c'est comme le Coran au nord. Mais bon, je suis un père d'enfants. Je me suis dit non, mais je ne peux pas aller dans ces débats. Je n'ai pas créé The Guardian Post pour une république fantôme. Voilà là où il y a eu le problème avec les séparatistes. Ça fait déjà, depuis 2017, je n'ai pas mis pied à Bamenda ni à Buea. Parce qu'actuellement, en réalité, je suis au courant. Si les gens là m'attrapent, même 100 milliards ne va pas me laisser partir. Bon, c'est toutes ces choses-là qui font qu'ils trichent ma une. Voilà la première raison. C'est parce qu'ils savent que quand on dit que c'est sorti dans The Guardian Post, tout le monde va dire que c'est la vérité. Deuxième chose, ils disent que The Guardian Post est sponsorisé par le régime Biya. Comment on va faire pour mettre le gars en conflit avec le régime? Et vous voyez comment les gendarmes ont tombé dans les pièges à m'arrêter. Parce qu'ils vont dire, bon, voilà ce qu'on voulait. Ça, c'est pour ça qu'il a dit au monsieur qui était devant moi, pour moi, si c'est vraiment le patron de 7 qui vous a envoyé de m'arrêter, ça veut dire que vous ne faites pas votre travail. Parce que la fête, c'est depuis 2018. J'avais déjà écrit au délégué général de la sécurité nationale et à Antique pour me plaindre. On a fait les interviews pour dénoncer. Et je l'ai bien dit, je suis une victime parce que les gars, ils sont en train de me saboter.
And I asked in English, how can you victimize a victim? How do you victimize a victim? The Guardian Post a fait 22 ans au marché. Comment il avait fait un journal pendant 22 ans, il commence à détruire? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que c'est faisable? À un moment, il me dit, oh, je vais tirer sur toi. Je me suis levé, il dit, tire-moi, il faut tirer. Je n'ai pas peur de ça. Donc, c'était, à un moment donné, je ne pouvais pas accepter les questions bêtes qu'il me posait. Il me dit, oh, monsieur, des gens là ne peuvent pas faire ton journal s'il n'a pas votre morale. Je lui ai posé une simple question. Est-ce que les gens qui touchent les billets, les 10 000, les 5 000 là, ils ont le moral des billets? Il me dit, oh, monsieur, tu es ici à répondre à ma question. Il dit, non, je peux vous poser une question qui va vous mettre à l'ordre. J'étais vraiment très fâché et je n'ai pas caché ma frustration. À un moment donné, il a dit, monsieur, je vous donne quelques minutes de me laisser partir. Parce que je suis ici pour rien. Tu as train de perdre mon temps. Bon, je ne sais pas. C'est comme ça, on n'a pas conclu parce que le débat était vraiment... Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. À un moment donné, c'est le colonel qui m'a appelé pour me demander pardon. Vous êtes un homme bien, on a fait notre enquête. Mais il a dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait l'enquête avant de m'arrêter? Donc, voilà tout ce qui s'est passé. Alors, et depuis, vous n'avez pas été de nouveau convoqué, rien ne s'est passé pour vous. Je veux dire que il n'y a pas eu de suite pour l'instant. Non, mais, pour moi, il avait dit qu'ils se sont, il avait dit ridiculisés. Comment on dit ça en français? C'est exactement ce qu'on dit. Parce qu'un vrai gendarme, un vrai policier qui fait les investigations, vous avez un journal, juste la une, dans ton téléphone. Ça veut dire, toi-même, tu fais ton propre investigation, tu pars dans les kiosques. C'était le 8 novembre, tu demandes des Guardian Post imprimés. Parce qu'on ne fait pas juste la une comme les autres journaux. On tire tous les jours, les 8 éditions, les 7, pardon. Ça se voit tous les jours au kiosque. Il fallait juste aller au kiosque, tu achètes les Guardian Post le 8 novembre. Tu compares. Tu compares. Tu vois que ça, c'est juste la une. Ils n'ont pas fait le travail. Et après, je me suis dit, peut-être, comme les gens ils ont les idées que le DP, le Guardian Post, il est riche, peut-être, il y avait quelqu'un qui n'est pas quoi, qu'après ça, ils vont dire, bon, arrangeons. J'attendais le mot là, ben, mais ce n'est pas sorti. Je voulais demander, arrangeons quoi? Mais ça n'a pas sorti. Mais, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que, pour dire la vérité, voilà l'élection présidentielle en quelques mois. Ma arrestation, c'est pas tout le monde. Parce que je suis un ambassadeur de bonne volonté à Kansas State aux États-Unis. Yes. J'ai déjà eu à répondre à quelques questions. Qu'est-ce qui est passé? Les États-Unis ont déjà écrit. C'est pas tout. Et c'est le nom de ces pays qui est sali. C'est le nom du président Biya qui n'était même pas au courant de ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait quelqu'un qui est passé qui n'a pas fait son travail. Donc vous pensez qu'on vous en veut? J'ai dit que, let me put it in English. Allez, go ahead. We have people in this country who want to show that they love Cameroon more than all of us. All of us. And it's overzealousness, comme on dit en anglais. Tu ne peux pas être tu travailles là où on dit la sécurité d'État. Tu ne peux pas faire une simple vérification. Ça veut dire, vous voyez un journal, juste la une, et même quand tu vois le titre, le texte qui suit, ça parle d'autre chose. Ça ne te dit rien en tant qu'un gendarme. Ça veut dire que tu dois, je ne sais pas. C'est la honte pour moi, pour notre pays, que vous ne pouvez pas distinguer entre le faux et le vrai, même quand vous avez le journal à main. Je lui ai demandé le journal, jusqu'à là, il me dit, oh non, je trouve qu'il y a un lien entre toi et les Amazonies. Je dis, mais tu ne connais pas de ce que tu parles. Je suis ici, les gens lavaient ma tête. Je l'ai même, il y a les vidéos. D'accord. Il me dit, tu as fait comment pour avoir les vidéos, comment ils te menacent? On va essayer donc de séquencer, merci pour les faits que vous relatez. On va essayer de séquencer cette partie du débat en étant bref, en 40 minutes, en 2 temps. D'abord, cette facilité d'accès aux journalistes en termes de convocation, d'interpellation, d'intimidation, d'interrogation et autres.
mais aussi ce phénomène de fake news, qui évidemment fait mal d'abord à la presse, parce que ça devient notre match, un autre combat, dans ce sens qu'à côté de l'information, pardon, j'ai failli dire l'information vraie, en fait, à côté de l'information, on retrouve facilement un ensemble d'éléments qui sont envoyés comme ça sur la place publique et fatalement pour lesquels le public est souvent tenté d'y croire beaucoup plus vite que l'information. Donc la première séquence, Ambroise Uzon et Soma, est-ce qu'on regarde ce qui se dit? Il n'y a pas que lui, il y a d'autres cas. Je vois notre confrère Abou Dioto qui est de nouveau convoqué à la police judiciaire. À la police judiciaire pour une enquête qui a été faite. Il y a bien d'autres cas, c'est pas le premier. Est-ce que finalement le journaliste ne devient pas victime de son propre métier? Est-ce que le journaliste ne devient pas la proie de certains pouvoirs qui s'est peut-être menacés par les faits, l'information, la vérité qui se dit dans les différents médias? Monsieur Dipita, lorsque Montesquieu mourait, il avait dans la trinité institutionnelle prévu 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, mais il n'avait pas pu penser qu'il y aurait un 4e pouvoir qui va naître et qui serait plus dangereux que les 3 autres pouvoirs qu'il avait laissés, qui est le pouvoir médiatique. Et vous voyez aujourd'hui, et ce n'est pas faux de le souligner avec emphase, le Cameroun est, compte tenu du contexte aujourd'hui marqué par des crises, marqué aussi, on ne l'oublie pas, par ces échéances électorales qui arrivent, le Cameroun est largement poussé vers le renseignement. Et c'est ce qui peut justifier que vous ayez eu du côté, c'est Limbé, votre journal est du côté de Bamenda, voilà, que vous ayez eu ce qui s'est passé, parce qu'en réalité, lorsqu'on veut mener des enquêtes, il faut d'abord véritablement boucler l'enquête avant d'aller vers celui à qui vous estimez être l'auteur de l'acte fautif. Or, on se rend bien compte que, je ne veux pas dire dans le zèle, mais dans l'empressement qui a animé les enquêteurs, il était question coûte que vaille, un peu comme le disait Sola dans une série qu'on montait à la CIA TV, excusez, on lui demandait pourquoi tu veux tuer Mbita, il dit je veux le tuer avec cause ou sans cause. Donc il était question là, justement, de vous ramener du côté de Yaoundé pour que cette enquête soit menée avec la manière avec laquelle vous avez expliqué. Mais on voit là que, vous savez, dans nos dispositions textuelles, il est indiqué que... basé à Yaoundé. Pardon? Les Ghanéens posent basé à Yaoundé. Ah, il y a aussi des Ghanéens posés à Yaoundé. Non, notre siège c'est à Yaoundé. Ah, le siège à Yaoundé. Oui. Ah, donc c'est à Yaoundé qui vous ont pris. Oui. Ah, d'accord. Ok. Bon, maintenant, cela démontre, Dipita, à partir de la question que vous posez, parce que vous savez, nos thèses disent que tout citoyen camerounais doit défendre la République. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas militaire et que l'État du Cameroun a attaqué, chacun peut prendre les armes pour défendre l'État du Cameroun. Et vous savez que si vous avez même une information, surtout dans le cas des ambassadeurs de la sécession qui est en place, si vous ne portez pas l'information au niveau soit des services de renseignement, soit des services militaires, vous pouvez être attaqué. Je crois qu'il y a des journalistes, vous connaissez l'histoire, oui. Tanguy Rodit, oui. On a estimé qu'il avait des informations qu'il n'avait pas portées. Il a été poursuivi devant le tribunal militaire. Nous avons toutes ces jurisprudences, nous les avons commentées. C'est donc pour indiquer que le contexte est très sensible. Et c'est pourquoi vous pouvez vous rendre compte de la célérité avec laquelle votre affaire est partie. Vous regardez, on vous prend, vous allez au CED pour ressortir à tard dans la nuit. Cela veut dire que les enquêtes préalables qui ont été faites n'ont pas été faites selon les règles de l'art. Ils n'ont fait aucune enquête. Et surtout que, quand vous leur expliquez que c'est simple, prenez le journal qui est publié. Je les avais déjà donné ça dans mon bureau. Voilà. Dans les propres bouches, ils ont allé partout en ville parce qu'ils ont commencé à fouiller les kiosques pour acheter juste la une. Bon, le journal qu'il avait, la une. Oui. Et les bandits ont dit que non. Voilà les Guardian Post du 8 novembre. Ce que vous êtes en train de me montrer là, c'est un fake news. C'est un fake news. Ils ont bien fait pour arriver chez moi. Normalement, dès qu'il a donné le journal là, l'enquête devait terminer là-bas. Bien entendu, monsieur Tupita, j'ai fini en indiquant que moi j'ai trop peur pour lui, parce que quand vous regardez ce qui se passe, les ambassadeurs prennent une pour indiquer, parce que quand on sait que la ligne éditoriale de Guardian Post, c'est
de ne pas s'inscrire dans la logique qui évolue par les ambazoniens. Oui, oui. On peut donc voir aujourd'hui la traque qu'il subit, c'est-à-dire qu'à tout moment, on cherche sa tête, un peu comme un pouce sur les cheveux. Donc pour moi, je pense, M. Dipita, que les journalistes devaient être protégés. C'est la raison pour laquelle je suis un partisan justement de la dépénalisation des peines de délit de presse. Parce que si on expose tous les journalistes à chaque fois qu'il y aura une sortie, que chacun se retrouve un peu au cercle, comme c'est le cas, moi je parie que n'eût été la ligne éditoriale qui est la vôtre et qui s'inscrit en désaccord total avec la logique ambazonienne, je parie que ce que vous n'avez pas sorti. Donc, nous appelons simplement à nos enquêteurs d'être un peu plus aigus dans les procédures d'enquête pour que les uns et les autres ne se retrouvent pas malencontreusement dans des positions comme celle que notre frère Ciel. Patrick Obama, après c'était à la merci des autres pouvoirs pour emprunter à... Oui, mais pas que la presse, tous les citoyens sont à la merci des pouvoirs. Et surtout, quand il s'agit des questions sécuritaires, il faut être très prudent. Il faut être très prudent parce que nous sommes en guerre, il faut le dire. Je crois que depuis que le chef d'État a déclaré la guerre, il n'a pas encore levé. Nous sommes en guerre, nous avons 3 fronts de guerre, la zone anglophone, l'extrême nord et le côté de l'Est. Donc je suis content que son histoire se termine très bien, qu'il ait été libéré après enquête. Ce que nous regrettons, c'est qu'il y a un minimum de procédures quand on vient interpeller quelqu'un, qu'on se doit de respecter, par exemple. Et je suis content que sa ligne éditoriale, n'est-ce pas, soit connue du public. Parce que c'est extrêmement difficile quand il mène des enquêtes. On ne peut pas reprocher aux forces de l'ordre de vous avoir embarqué. Sur le plan du droit, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les analyses croisées en termes de renseignement. Ce n'est pas que vous, peut-être qu'on cherche. De leurs renseignements, ils ont peut-être mis vos téléphones sur écoute, ils ont vu l'autre, ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Peut-être que dans l'enquête qui vous a été accordée, ils voient le personnage, la psychologie du personnage. Il y a un ensemble de facteurs qui entrent en jeu lorsqu'on met une enquête. Parfois, ce n'est même pas que vous qu'on cherche. C'est voir comment vous réagissez, qui êtes-vous et tout ça, selon les éléments qu'ils ont en possession. Non, mais je pense qu'au Cameroun, si quelqu'un dit qui est un gars Christian, c'est qu'il n'est pas allé à l'école. Je suis d'accord avec vous. Non, il a bien dit ça là-bas. Quand il demande, je suis qui, ça veut dire que quand il s'agit des enquêtes... Moi, je ne suis pas n'importe qui dans ce pays. Tu ne peux pas dire qui est un gars Christian. Non, écoutez, on a pris des personnes beaucoup plus importantes qui ont géré la fortune publique dans ce pays, qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans nos prisons. Donc, il n'y a pas de citoyens extraordinaires dans cette République. On a tout un gouvernement en prison, vous comprenez. Ce que je veux dire, c'est qu'ils doivent respecter les droits des citoyens. Ils n'ont pas fait. Ils doivent respecter, n'est-ce pas, le cadre juridique qui régit la profession de journaliste. Parce que vous devez être protégé par la loi. En l'occurrence, avoir votre conseil juridique quand vous vous levez, avoir accès à votre téléphone pour appeler votre famille, votre épouse, pour leur dire, écoutez, dans le cadre d'une enquête, je vais répondre de cette question au CED. Ça, c'est le minimum. Et compte tenu des éléments qu'ils avaient à leur position, pourquoi vous brutaliser? Voilà autant d'éléments, parce que de votre récit, je me rends compte qu'en fait, ils ont fait leur boulot, ce qui est normal. Ils vous ont embarqué, peut-être que sur la moto, je sais pas, vous avez eu votre véhicule. Et là, maintenant, vous savez, ces gens-là, on a eu un peu d'expérience. Vous comprenez un peu, en tant qu'homme politique. Chaque jour, on se fout à eux. Parfois, même, il fait ça, il vous secoue un tout petit peu pour voir comment vous réagissez. Et je veux dire qu'il est temps que la police judiciaire joue son rôle dans la protection, n'est-ce pas, des journalistes qui sont un pouvoir. Et je vais compléter les propos de Montesquieu, qui disait « le pouvoir peut rendre fou ». Et dans cette folie, seul le pouvoir peut stopper le pouvoir. Et effectivement, les médias sont un pouvoir, effectivement. Et quand on a un pouvoir comme les médias, on agit en conséquence. Donc je voudrais que, effectivement, je suis content que vous soyez libre, déjà, et que ces pratiques-là, qu'on puisse les dénoncer. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Et je salue aussi l'attitude des hauts gradés de la police, parce que vous avez dit tout à l'heure que la gendarmerie, les hauts gradés ont souvent une attitude beaucoup plus consciente, beaucoup plus respectueeuse du droit humain que les autres subalternes qui aujourd'hui agissent de façon brutale. Oui, oui. Voilà. Et maintenant aussi, il faut tenir compte du contexte, du préjudice psychologique que ça crée. On vous embarque comme ça, on vous prend vos téléphones, vous n'avez pas droit à votre avocat, à votre épouse, et ainsi de suite, à vos proches. Je pense que ça peut être corrigé.
Mais en temps de guerre, comme a dit le professeur, en temps de guerre, les choses sont possibles. On peut vous interpeller n'importe quand. Ils ont leur méthode pour secouer. OK? Et j'en appelle au pouvoir public dans le respect strict, n'est-ce pas, du cadre réglementaire du métier de journaliste. Je ne connais pas les lois, je sais que j'ai lu quand même dans ce côté-là, mais qu'on puisse les respecter, qu'on puisse les protéger, qu'on puisse protéger leurs sources, qu'on puisse protéger le droit à la publication qui vous caractérise surtout. D'accord. Et surtout qu'on sache quand même que dans ce pays, il y a des gens qui ont une ligne éditoriale qui les identifie comme étant des nationalistes et des patriotes. C'est le facteur le plus important. Que vous avez publié pendant 22 ans des articles qui contribuent à l'unité nationale, vous méritez quand même un minimum de traitement de valeur. Si vous me dites un jour que M. Dipita, donc, qui est un brillant journaliste, est impliqué dans des manœuvres d'un certain genre, on vous dira, écoutez, ce monsieur, on le connaît quand même, on connaît son profil psychologique. Ça va être valable pour vous et pour les autres journalistes que nous saluons et que nous encourageons dans cette profession extrêmement difficile. Lise Rose, la presse est-elle à la merci des autres pouvoirs qui sait peut-être, y a-t-il risque de dérive ou la dérive se confirme-t-elle? D'abord, je voudrais dire que je suis vraiment navré qu'il ait eu à vivre ce type d'incident. Mais c'est quelqu'un qui doit avoir le mental fort parce que quand même ses cheveux Les cheveux sont forts. La veste, la chemise et tout. Il a gardé sa fraîcheur. Il a gardé sa fraîcheur, mais ça doit être des moments très pénibles à vivre. Il y a quelqu'un qui disait, le nom m'échappe, qui disait il y a une cinquantaine d'années que le 3e millénaire sera le millénaire de l'information. Et du renseignement. Mais tout le monde pensait qu'il y aura plus de journaux, plus de ceci, plus... Personne n'a vu venir le digital et le numérique, avec ce que ça comporte comme danger, manipulation et armes. C'est des armes que les gens utilisent pour détruire les autres. Maintenant, en ce qui vous concerne, peut-être que la personne, le gendarme qui vous a brutalisé, peut-être qu'il a voulu vous rendre service. Il a fait. Pour que les, comment on appelle ça, les ambazoniens croient que vous êtes dans le collimateur de la gendarmerie. Mais il est clair, avec la réaction des patrons, que c'était une bavure. Que c'était une bavure et Dieu merci, tout s'est bien passé. Maintenant, les journalistes, je ne vais pas tous vous dédouaner parce que vous n'êtes pas tous de la même race. Hein? Il y a des journalistes d'investigation, des personnes avec de belles plumes, et des intellectuels, etc. Mais on constate aussi dans votre profession des personnes qui, peut-être pour des besoins pécuniaires, se sont lancées à servir d'armes pour certaines personnes. Donc du coup, on retrouve parmi vous des personnes qui n'ont pas, au niveau de la moralité, qui sont quand même questionnables. Ça existe même dans la politique. Ça, partout, tous les corps ont cela. Mais ce qu'il y a de dangereux dans le vôtre, c'est que vous atteignez des milliers et des milliers de personnes. Donc, quand vous décidez de faire mal, la personne qui est votre victime est laminée en quelques minutes. Alors, le deuxième pas, c'est sur la question de fake news. Et cette sensation de fébrilité que ça impose même à la presse, j'ai failli dire traditionnelle, aux médias, dans la diffusion de l'information. Je veux dire, lorsqu'un fake news se trouve sur la place publique, l'opinion a plus tendance à y accorder plus d'importance et moins à l'information. Alors, cela dit, maintenant, quand on regarde les mécanismes d'encadrement, de contrôle, tout ce qu'il y a institutionnel sur le plan local en termes de répression, d'interdiction de ces fake news-là, on se rend compte également, Patrick, qu'il y a une forme de fébrilité étatique dans la lutte contre ces fake news. Absolument, absolument. Vous savez, le digital, c'est la magie de ce siècle. Ce que nous reprochons au pouvoir public, on a eu des fake news suite à des publications venant de la présidence de la République, venant de la primature et dans tout le ministère.
Mais ce qui se passe, c'est que pourquoi les Camerounais sont si sensibles aux fake news? C'est qu'ils ont des attentes. Et ceux qui conçoivent ces messages-là savent ce que les populations attendent. Donc, ces personnes fabriquent, n'est-ce pas, des messages qui ont tendance à satisfaire un peu l'opinion publique. Voilà. Alors, ce qu'on devait faire, c'est que déjà, il y a des mécanismes numériques à mettre en place pour contrôler la qualité de l'information. Quand un communiqué est publié de façon officielle, qui va apporter le démenti? On a souvent un mutisme des pouvoirs publics, y compris dans les ministères. On a eu le cas récemment de l'Assemblée nationale. Oui. On a un mutisme. Et ce mutisme-là prête à confusion. Pourquoi ne pas avoir des porte-paroles qui se lèvent toujours pour appeler et pour éduquer les populations, pour leur dire, écoutez, voilà la plateforme officielle au travers de laquelle vous avez la bonne information. Je suis surpris parce que pour son cas, j'ai été, quand j'étais plus jeune, directeur de publication d'un journal jeune, et il m'avait été rappelé, une fois on m'avait convoqué dans les services de renseignement ici, que pour toute publication, avant qu'elle ne paraisse sur la place publique, il faut bien que le service... des exemplaires. Mais ça, c'était à l'époque. Non, c'était à l'époque. Exactement. Okay. La loi a beaucoup évolué. Les aînés me l'avaient rappelé en me disant, petit, tu es encore très jeune, mais avant que tu ne publies ton affaire là, où tu dis n'importe quoi, rassure-toi que... Donc tu as commencé tôt, hein. Ça n'existe plus. Donc je me dis que les fake news, il faut qu'on ait un gouvernement plus sérieux, plus actif, plus proactif, parce que la vitesse à laquelle va l'information est beaucoup plus rapide. Et notre gouvernement est beaucoup plus lent, est très lent. Vous comprenez? Les gens avec des téléphones peuvent fabriquer des communiqués identiques à ceux du chef de l'État, des signatures identiques, des cachets identiques. Ils peuvent hacker des plateformes et publier en plein journal, en temps réel. Son journal, on peut le scanner avec un téléphone, le publier et l'imprimer. Vous comprenez? Si on n'a pas une cellule de veille et d'alerte qui protège l'entrepreneur qu'il est, qui protège nos institutions, qui protège même l'image du Cameroun, et qui éduque les populations sur ce que c'est qu'un message vrai et un fake message, on aura des sérieux problèmes. Et là, j'accuse les pouvoirs publics. Parce que rien n'est pratiquement fait. Vous voyez, un communiqué est publié. Vous voyez la vitesse à laquelle un communiqué passe dans les réseaux sociaux. WhatsApp, Telegram et Twitter. Et il faut bien des jours et des jours pour se rendre compte que c'est un faux communiqué. Et on a eu le cas avec le ministre de l'enseignement, le ministère de l'enseignement secondaire, lors de la rentrée scolaire. Un message fake a circulé. Et le ministère de tutelle est resté tranquille sans communiquer. Ça a dérouté tout un ensemble de parents qui étaient confus. Donc on a affaire à un gouvernement qui doit prendre ses responsabilités, qui doit mettre sur pied une cellule de veille pour chaque ministère, chaque institution, mais aussi avoir une plateforme étatique publique qui vous rappelle que si vous voyez un communiqué ici, c'est que ce communiqué est vrai et il est bon. De deux, traquer et punir. On a l'antique, par exemple. L'antique, ils ont triché la signature de DG l'antique. Vraiment. Moi, je connais. Non, on peut tricher. C'est une guerre totale. Non, on peut tricher, c'est possible. Aujourd'hui, le numérique, ça évolue tous les jours. Je sais que quand même dans l'antique, ce sont les meilleurs en termes d'informatique. Et tous les jours, chaque semaine, ils se retrouvent au Japon, en Israël, pour des mises à jour. C'est normal, les hackers travaillent. Et puis, c'est quoi ces jeunes-là? C'est les jeunes qui sont en chômage, honorable. Ils sont en chômage, ils n'ont rien à faire. Vous prenez des jeunes du niveau 1 à l'université, niveau 1, niveau 2, qui sortent, ils n'ont pas de quoi travailler, ils s'amusent à pirater les petits programmes, à dupliquer les petits sites pour se faire un peu d'argent. En fait, il faut les encadrer aussi. Mais il faut mettre un dispositif, l'État a les moyens de sa politique. Voyez-vous, l'État a les moyens de sa politique. L'État a les dispositifs qui permettent de traquer en temps réel les hackers à une vitesse inimaginable. Ils ont le monopole sur la connexion Internet, ils ont le monopole sur notre réseau pour traquer tout le monde. Et ils doivent rassurer les Camerounais. Parce que si nous allons dans ce sens-là, on ira vers une société où, écoutez, on peut mettre en déroute toute une république avec un message. Toute une république. Voilà un entrepreneur qu'on devait protéger, qui se retrouve aujourd'hui en train d'être auditionné, traumatisé, y compris peut-être ses employés, ses partenaires financiers et tous les actionnaires qui vont se dire on va vers quoi? Alors que c'est une question qu'on pouvait anticiper. En l'occurrence, faites une publication, elle se retrouve sur les plateformes officielles, vous avez une signature numérique pour dire voilà ma signature numérique pour telle publication. C'est moi le responsable et on quitte de ce problème. Donc je pense que l'État doit prendre sa responsabilité pour, avec le budget qu'il a, un budget assez colossal, mettre un dispositif de sécurité, de protection de l'entrepreneuriat, de protection de nos institutions et de riposte en cas, n'est-ce pas, de tentative de fake news. Bah, les autres, je parle là, évidemment à la femme politique, à la représentante des détenteurs de l'organisation de la société, de l'action publique, avec l'apparition d'autres nouvelles techniques encore plus modernes, comme l'intelligence artificielle,
qui désormais peut vous faire dire, ou alors ce que vous ne dites pas, pour vous amener où vous n'êtes pas, pour vous mettre dans des représentations. Est-ce que la presse, est-ce que la société n'est pas désormais en danger? Et là, les pouvoirs publics ne doivent-ils pas davantage se mouvoir? Je crois que si les pouvoirs publics ne faisaient pas leur travail, on serait déjà tous dans les cabanons. Parce que ça va à une vitesse incroyable. Et ça, je dis, dans le monde entier. Nul n'est finalement à l'abri de ces agressions qui ont lieu toute la journée. Si vous restez sur votre téléphone une journée et vous voyez tout ce que ces enfants sont capables de faire. Je dis d'abord les enfants, mais il y a aussi des adultes qui s'amusent à ça pour déstabiliser. Parce que c'est devenu effectivement des armes de destruction massive, d'abord mentale. Hein? Donc je pense que le gouvernement, avec les dispositifs qui existent actuellement, essaye au mieux d'encadrer. Mais comme vous l'avez dit, ils observent, ils sont à la veille. Ils comprennent bien qu'il faut aller encore plus vite. Et je pense qu'ils s'adaptent au fur et à mesure. Mais c'est tellement violent, c'est tellement que... Bon, moi, je pense qu'on est en train d'entrer dans un monde nouveau, extrêmement difficile, où les êtres humains normaux ne vont plus avoir leur place. L'intelligence artificielle va devenir en fait le maître du monde. Et c'est cette intelligence artificielle qui va nous manager. Aujourd'hui, on sait opérer sans les hommes. On sait cuisiner sans les hommes. On sait tout faire sans les hommes. On sait piloter un avion sans les hommes. Alors, du coup, préparons-nous à soit subir complètement, soit alors à essayer de nous mettre dans le mouvement. Mais moi, en tant que chrétienne, je prie vite pour que Dieu revienne rapidement. Donc le monde s'achève. Ambroise Uzo, sur la protection davantage des professionnels de l'information, face justement à ce genre de phénomènes, de faits qui conduisent à des égarements, souvent aussi des personnes qui sont censées nous protéger, quelle solution? Oui, la solution est donnée par notre Constitution. Notre Constitution dit ceci dans son préambule que quels que soient les actes que l'on aurait posés, il faudrait qu'ils soient traités avec dignité, considération. Parce que lorsque vous regardez ce qui est arrivé au directeur de publication du Guardian Post, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les enquêtes étaient véritablement menées et bouclées, on n'en arriverait pas à sa présence au niveau du CED. Les choses se seraient arrêtées dans son bureau. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, M. Dipita, le contexte au Cameroun est devenu très sensible, l'environnement est devenu sensible, elle est même chrysogène. Parce que à tout moment, on va vous dire c'est tel scandale, c'est tel autre scandale qui environne aujourd'hui le cadre, j'allais dire la société camerounaise. Moi, ce que je dis simplement, c'est que dans la logique justement des droits de l'homme, pas forcément les journalistes, mais je dis des droits de l'homme, il y a que l'état de droit met en place un certain nombre de mécanismes et de procédures qui voudraient que lorsque quelqu'un, on estime qu'il a posé un acte, sauf d'engager contre lui ce que j'appellerais une procédure de flagrance, il doit être notifié de la raison pour laquelle il est, par exemple, il doit être convoqué, notifié, pour qu'au préalable, il prépare sa défense. Parce que, comme il indique tout à l'heure, il n'a même pas eu la possibilité d'informer son conseil qui pouvait venir le défendre au niveau... Dans son cas, là, c'était voilà. Le zèle. Hein. C'est le zèle du gars qui a fait ça. Mais c'est sans blague. Donc, M. Dipitama, je pense que... moi, je comprends le contexte. Il est sensible et je vous assure, nous sommes aujourd'hui pas plus dans un état de droit, mais dans un état de force. Parce que quand vous regardez bien ce qui se passe, toutes les procédures aujourd'hui, dans leur immense majorité, sont davantage torpillées. Parce que quand vous regardez les multiples arrestations aujourd'hui, surtout les hommes de la presse, vous allez vous rendre compte qu'il y a un défaut ou une absence d'observation des procédures légales qui sont mises en place. Donc pour cela,
Et je le disais encore tout à l'heure, le quatrième pouvoir n'est pas un pouvoir de destruction. Parce que je vais vous dire une chose, il y a que les citoyens ont droit à deux choses que généralement le pouvoir ne respecte pas. C'est le droit à l'information et le droit de l'information. C'est-à-dire que, regardez ce qu'il a évoqué tout à l'heure, nous avons un scandale à l'Assemblée nationale. Vous voyez, on se rend compte que même au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a aucune personne qui peut sortir pour éclairer, pour dire non. Et quand vous regardez le jeu des actes, vous voyez un arrêté qui nomme et un communiqué qui vient démentir. Vous comprenez qu'il y a justement quelque chose qui ne va pas. Donc, le fait que les citoyens puissent donc bénéficier de ce droit à l'information et du droit à l'information, ça fait de sorte que le gouvernement, comme le disait Obama tout à l'heure, Patrick, le gouvernement doit être proactif. Et vous avez vu, M. Dipita, les annonces qui sont parfois faites sur les réseaux sociaux, c'est aussi un conseil que nous donnons à tous ceux qui manipulent ces appareils. Il ne faut pas souvent parler les choses au premier degré. Parce que quand vous les prenez au premier degré, mais vous allez tomber des tours. Et ça va vous jouer des tours. Parce que quand vous voyez une telle publication, et c'est ce qui s'est passé avec nos amis de la gendarmerie, s'ils avaient aussi pris la chose au second degré, peut-être en disant que, bon, cette affaire, ils seront de là, comment dire, de la vérifier de fond en comble dans tous ses contours pour éviter justement qu'un individu ne soit victime d'une atteinte à sa dignité. Donc, nous pensons, M. Dipita, que tout va dans la dynamique de l'amélioration. On espère simplement que les pouvoirs en place ont compris que, à un moment donné, et ça je suis un peu d'accord avec Marlise, qui indique que les journalistes, il y en a les bons, comme on peut aussi retrouver les mauvais. Parce qu'il y en a ceux qui sont à gage. Vous voyez, les journalistes à gage, c'est reconnu aussi, qui ne sont pas aussi professionnels comme vous, M. Dipita, qui estiment que pour leur pitance, pour avoir un peu à s'épaissir les poches, il faut dire telle chose, même si on manque de recouper les informations exactes pour les balancer sur la voie publique. Donc, Louison, je sais que on t'envoie souvent les unes des journaux là, tous les matins. Bien entendu. Mais dès que tu lis ça, tu comprends que c'est un grand marché. Tu comprends que c'est un grand marché. Et il suffit de lire les titres. Tu te sens bien que tel est en train de... l'autre est en train de donner un coup de poing. L'autre est... Non, c'est quand même embêtant qu'on en arrive là. Qu'est-ce que ça vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez, je veux dire désormais, ou alors davantage libre d'exercer la profession, vous vous disant que vous sortez le matin, vous rentrez le soir à la maison? Êtes-vous serein? Non, I'm very calm. Je me sens, je peux dire, à Yaoundé, selon ce que je connais, je suis très libre. Parce que ce qui est passé le 9, c'était juste, pour moi, selon ce que je comprends, ce n'était pas le point de vue du gouvernement camerounais. C'est quelqu'un qui peut-être s'est levé le matin. Du zèle, comme on l'a dit. Oui, peut-être s'est levé le matin, madame lui a fait quelque chose de mal. Elle a dit, bon, il faut que je verse mon collègue sur quelqu'un. Il ouvre son téléphone, il voit des gardiens pause. Il dit non, il faut que je tombe sur celle-ci. Mais hors de Yaoundé, Bamenda ou bien Sud-Ouest, Bouya. Mais ils peuvent aussi avoir été victimes d'un faux informateur. Oui, qui justement. Lui dire que, attention, non, jusque-là. Non, mais c'est lui qui lui a dit ça. Ce n'est pas un gendarme ni un policier. Si on porte une information à votre niveau, surtout aussi sensible, vous faites une investigation. Il était pressé de faire un scoop. Non, mais je vous ai bien dit, peut-être il s'est levé le matin, madame. Peut-être là, il fallait verser le collègue. Mais monsieur Dipita, vraiment avant le collègue. Mais pour dire la vérité, je vais revenir un peu, comme je vous ai dit, je suis tranquille à Yaoundé. J'ai construit mon bureau à Yaoundé, à Foulan-Lac. Yes. J'ai construit ma maison à Yaoundé. Donc je suis libre à Yaoundé. Mais c'est dans le sud-ouest et nord-ouest, comme les gens là m'appellent Black Lake. Donc là, je ne suis pas autorisé de partir. Mais ce qui m'a fait mal, c'est que bon, les Amazoniens disent que je suis acheté par l'État. Même l'État m'arrête. C'est ça maintenant. Non, tu sais, là, je suis un peu. Non, l'État, c'était pas l'État. Mais c'était l'État. Bon, c'était l'État, mais juste que c'était un individu dans l'État. Monsieur le député, en 15 secondes, ce qu'il faut rappeler à la suite des fake news, c'est qu'en fait, il y a toute une industrie qui a été mise en place pour distraire les Camerounais. Je le dis parce qu'en fait, sur la toile, on constate que 60 à 70% de l'information vise à
distraire les Camerounais face aux enjeux réels. Voyez-vous, au Cameroun, la vie devient de plus en plus chère. Les routes sont gâtées. Il n'y a même pas Il y a de des route. crises, il n'y a même pas de route, il y a une crise au nord. Pas pour gâter, il y a pas. Il y a des conflits un peu partout. Le budget va subir une inflation dans quelques jours, dans quelques semaines, sans que ça ne puisse apporter des solutions aux problèmes des Camerounais. Il y a des questions de fond. Mais si vous lisez les journaux chaque matin, vous vous rendez compte que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui ont intérêt, et ils ont intérêt à ce que les Camerounais soient distraits et qui ne se concentrent pas sur les choses essentielles pour Non, il y a beaucoup pas. C'est pour la raison pour laquelle il applaudit toujours pour le régime bien. Vous voyez, Vous applaudissez pour le régime bien. Non, je vais vous dire pourquoi. Oui. Regarde le prix des billets dans ce pays. Regarde le prix des billets. La bière qu'on boit là, je ne sais pas si c'est là ou bien c'est le bière. La bière, ça reste à 650. On peut augmenter même le prix de tout, mais parce qu'ils savent que... Facteur de distraction en plus. Oui. Voilà C'est pour ça qu'il applaudit le régime. On se comprend. Donc je veux dire qu'en fait, maintenant, il y a toute une industrie. Un peu d'ironie là. Une industrie à tous les niveaux, qui vise à maintenir les populations camerounaises dans la distraction totale et dans un sommeil. Ils vont se réveiller à la veille des élections, ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales, ils n'ont pas mis une stratégie pour surveiller le vote. Okay. Ils vont se rendre compte que leur nom ne figure pas sur les listes, sur le fichier électoral, et il se fera tard. C'est le lieu de dire aux Camerounais. Mais c'est des zombies ou quoi? Allez Des amis là, c'est des zombies. Cette distraction, qui se laissent distraire comme ça. Des hommes politiques qui ont des combats importants et qui sont perdus comme ça dans la. Non, attends, excuse-moi. On n'est même pas encore. Je suis pas d'accord avec toi. De la loi de je suis pas d'accord avec toi. On n'a pas une mouture pour un projet aussi important qui va conditionner le devenir des Camerounais pour 2024. Que le député n'est pas encore de mouture à date où je vous parle. Mais on a dans tous les fakes. Et merci. Voilà. Merci à... J'ai voulu toucher pour terminer. Hein. Pour indiquer que je ne comprends pas pourquoi la hiérarchie n'utilise pas toujours des moyens d'encadrement des subalternes. Pourquoi c'est toujours... Vous vous êtes rendu compte que même dans les commissariats, c'est le commissaire qui est plus doux. Mais les autres sont un peu une plus... technique voilà. Dans leur... Donc, pour ma présentation pour nos hiérarchies, mais bon, il faut... Un mot pour terminer. Oui, pour terminer, pour dire à mon vis-à-vis... Bon, c'est vrai que c'est l'autre politique du plateau. Mon vis-à-vis que jusqu'à présent, et vous êtes obligé de l'admettre, jusqu'à présent, le bateau est bien en train de suivre son cap. On n'a pas l'impression. Christian. On espère bien. Bon, je vais juste parler... je suis le président des directeurs de publication de langue anglaise au Cameroun et je suis aussi le vice-président de la Fédération des éditions de presse au Cameroun. Notre président, c'est Haman Mana, le DP de le jour. Mais je vais juste profiter pour parler, pour encore lancer un appel à notre gouvernement par rapport à la situation là où nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que la presse va très très mal au Cameroun. Et comme Madame Honorable parlait ici, quand vous avez un enfant qui a faim à la maison, il va commencer à faire des mauvaises choses pour survivre. Donc c'est pour ça qu'il y a la mauvaise presse et le bon. Pour les gens qui peuvent tenir comme nous, mais pour les gens qui ont les besoins, ils ont les enfants à l'école, ils vont commencer à faire les mauvaises choses. Et bon, il faut que... C'est le quatrième pouvoir, il faut les bien encadrer. Merci à vous, madame. Merci, chers messieurs, d'être restés pour mener la réflexion ce soir autour des deux thématiques qui étaient en débat. D'abord, la question de Franck Biya, est-il sur orbite ou pas? Vous avez certainement appris. Et puis ce sujet autour des fake news qui fragilise, en péril, à mal, la presse nationale. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Cactus sur Table. Mardi prochain, j'aurai le même plaisir et le grand honneur de vous savoir tout aussi nombreux pour regarder la prochaine édition. Bonsoir.